Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter David Linard. Ah, le code de l'urbanisme, broyé. Voilà, le code de l'environnement. Le code de l'environnement, madame la députée, broyé. Allez, là, vas-y, fais-toi. Broyé. C'est lequel celui-là? Pression. Ah, le code de la Constitution. Il y en a tellement. Alors, la loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et le constat de différence de Lisnard, pardon. simplification, l'action publique locale. Voilà, d'aller broyer, parce qu'on sait Broyer. qu'en fait, à la fin, ça va être plus correct. Le code de la commande publique qui fait qu'on paye tout 30% Attends, plus on cher. va regarder en entier. Broyer aussi. Broyer! Voilà, vive la liberté. Merci à Vive vous. la liberté! Let's go. Let's go! Broyé! On l'a tout broyé! Mouf de puceau carrément. Ah, ça le traite de puceau. Vous savez qu'il est, il a sa troisième femme là, je crois. Il a des enfants et tout. Hein. Non, on peut pas dire. C'est un père de famille. Hein. C'est un père de famille. Non, broyé! Donc évidemment, il ne fait que copier Javier Milei. Donc c'est qui David Lisnard? On dit David Lisnard, excusez-moi. David Lisnard, c'est un mec historique un peu de chez LR, ça fait longtemps qu'il est LR, il est notamment maire de Cannes. Et j'étais voir un peu sa page Wikipédia, c'est un petit peu un Nepo Baby sur les bords. C'est-à-dire que sa famille déjà, c'est des espèces de commerçants de Cannes, son arrière-grand-père était déjà un mec un peu important à Cannes, etc. Donc c'est vraiment un mec de Cannes, quoi. Il a été élu maire de Cannes je sais pas quand, et du coup il se fait réélire maire de Cannes triomphalement à 70-80% au premier tour à chaque fois, en se faisant réélire par des vieux retraités millionnaires racistes de Cannes. Alors, note all cannois, évidemment. Hein. Il y a des gens de Cannes absolument formidables, comme partout. Mais il y a quand même une surreprésentation des riches dans la ville de Cannes. Il y a aussi une surreprésentation des retraités. Et du coup, il y a une surreprésentation des retraités riches. Donc voilà, il est maire de Cannes depuis 2004, un truc comme ça, depuis très longtemps. Il a fait toute sa carrière en politique payée par l'argent public, par nos propres deniers. Et en plus, il a fait Sciences Po, mais Sciences Po Bordeaux. Il a même pas fait Sciences Po Paris. C'est nul. Donc voilà. Et David Linard, ça fait longtemps qu'il est sur un positionnement ultra-libéral, on va dire, voire libertarien. Mais moi, je préfère utiliser le terme ultra-libéral, je le trouve plus intéressant. Et donc, du coup, il est en mode genre, Javier Milei, le président argentin, là, qui a sorti la tronçonneuse. Il sortait vraiment une tronçonneuse à l'époque, Javier Milei, sur scène pour dire, on va tronçonner l'État, là. Tous ces ministères, là, qui nous coûtent un pognon de dingue, on va tout privatiser. À bas les impôts, vive la liberté! Viva la libertad! Afuera! Voilà, ça, c'est Javier Milei. Vous connaissez probablement, si vous ne connaissez pas, allez vous renseigner et faire vos propres recherches. Et bah David Lisnard, ce gros couillon, il a décidé d'être le Javier Milei français. Sauf que la France, c'est pas l'Argentine. Donc est-ce que ça va marcher? Non. Moi je pense pas. Moi je pense vraiment pas. Je pense qu'il est voué à se rétamer quoi. Et donc de la même manière que Javier Milei, il avait sorti la tronçonneuse pour dire regardez, tout ça ça dégage, on va tronçonner l'État. Il a une vidéo très connue, il y avait des espèces de post-it, il était en mode ministère de l'Éducation, ça dégage, afuera! Le ministère du développement de machin, ça dégage. Le ministère de l'écologie, ça dégage. On veut plus d'État, on veut le moins d'impôts possible. J'adore la brutalité. J'adore la concurrence. J'aime quand les pauvres sont dans la merde et que les riches sont riches. Voilà, c'est ça Javier Milei. Il pue la merde, évidemment. C'est un immense zinzin. Vraiment, c'est un fou furieux. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Et du coup, voilà, il se dit je vais faire pareil, David Lisnard. Mais il le fait qu'une broyeuse à documents. C'est-à-dire qu'il a même pas les couilles de sortir une tronçonneuse comme Javier Milei, ce Tchad. Il sort une broyeuse à documents comme un vulgaire fonctionnaire, comme un vulgaire agent de la fonction publique territoriale, quoi. Il fait ça avec une broyeuse à documents, quoi, vraiment. Ah, c'est rock'n'roll, ça, dis donc. Waouh, super. Avec sa vieille musique funk edit derrière, là. Ah, le code de l'urbanisme. Le code de l'urbanisme, broyé. Il pue la merde. Ah, vraiment, il pue la merde. Hein. Il est nul à chier. Oui, il y a ce côté Kojip, quoi. Il y a ce côté, il veut faire comme les Américains au sens large, au sens Amérique du Sud. Il veut le faire comme ce qui se pratique de l'autre côté de l'Atlantique, sauf qu'il l'a fait avec une vieille broyeuse de documents de la Kojip, quoi. Prouveur, mais c'est ridicule. Et même, il dit vive la liberté! Vive la liberté, c'est littéralement le slogan de Javier Milei, quoi. Voilà. David Lisnard, il est assez facile à décrire. Il veut faire comme Javier Milei en France. Il est en mode abat les impôts, vive la liberté. Il est aussi très autoritaire. Il est en mode abat l'État, sauf si c'est pour être contre l'immigration. Voilà. Et envoyer la police dans les quartiers pour frapper des Noirs et des Arabes, ça il aime bien. Ça il aime bien avoir un État fort quand c'est sur l'armée et la police, mais sinon le reste il veut pas d'État. Il aimerait un État minimal réduit à ses fonctions régaliennes, et ce qui fait de lui un ultra-libéral. Je pense qu'on peut le qualifier officiellement, sans être un gauchiste,
comme faisant partie des ultralibéraux. Et il trouve que Macron, c'est un socialiste, parce que Macron, c'est pas un ultralibéral, c'est un néolibéral. Voilà. Lui, il aime quand l'État dépense de l'argent. L'État a un rôle important au service des actionnaires, au service des patrons, au service de la classe capitaliste. Ça, c'est plus le néolibéralisme. L'ultralibéralisme, c'est le moins d'État possible. On peut voir ça comme ça. C'est fait de manière assez grossière, mais on peut quand même avoir cette rule of thumb, cette règle de coin de table, où on se dira, bon, néolibéral, c'est l'État reste fort économiquement, mais au service des entreprises et au service de la classe capitaliste. Là où l'ultralibéralisme, c'est plus l'État le moins possible, le laisser faire au maximum. Voilà. Et c'est un fasciste, non? Oui. Il est aussi à l'extrême droite. Il fait partie de ces gens qui, sur fond d'ultralibéralisme, en vérité, se rapprochent petit à petit de l'extrême droite. Parce que bizarrement, les ultralibéraux, ils sont toujours aussi pour la loi du plus fort. Et la loi du plus fort, du coup, ça les rend un peu bandeurs de fascistes, quoi. Voilà. Ils sont en mode, ah bah l'immigration, là, tout ça, c'est de la merde. Pour redresser la glorieuse France, il faut plus de violence sociale, finalement, plus de violence économique, plus de bagarres économiques entre les différents agents économiques en France, et ça sera les plus forts qui émergeront, et ça leur fait vraiment un fond commun idéologique avec l'extrême droite, ce truc de loi du plus fort, quoi. Et c'est pour ça qu'ils sont pour un État qui, sur ce qu'on dit, les fonctions régaliennes, donc armée, police, justice aussi, ils veulent un État fort, puissant et autoritaire, et surtout le reste, ils veulent pas d'État. La loi du plus fort. Et donc ça les classe assez rapidement à l'extrême droite. Et en fait, tout ça va se décanter, mais vous verrez qu'un David Lisnard, là, il est en mode genre, je suis un libéral, je n'ai rien à voir avec l'extrême droite. Oui, oui. Oui, oui, on va voir. On en reparle dans quelques années. D'accord, vous pouvez clipper, hein. C'est sûr, il va finir à l'extrême droite. Et d'ailleurs, il y a des choses qui ne trompent pas. Ce gros blaireau a fait sa première grande interview, la grande interview de David Lisnard sur CNews. Voilà. Après, Milei, il s'en sert pas si mal finalement. Ça dépend ce qu'on regarde. Les chiffres de l'Argentine vont bien. Même la pauvreté est en baisse sur l'intégrale au final. Bah, pas vraiment au final. Quand tu regardes dans le détail, la pauvreté est en baisse. Pour ceux qui sont vraiment tout emballés chez le social, c'est pas vrai. Tu pourrais dire, la pauvreté en moyenne a descendu, mais en vérité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et pareil, hein. À ce moment-là, Javier Milei, ça marche pas si mal. Pourquoi aussi? C'est pas sa politique qui fait que ça marche un peu mieux que prévu. Il s'est fait donner des dizaines de milliards de dollars pour renflouer les caisses de l'Argentine par Donald Trump directement. Avec l'argent du contribuable américain, états-unien. Voilà, sans le chèque de 30 milliards de Trump, le pays aurait coulé, hein. Donc au final, ils ont besoin de quoi? Pour voir sa politique ultralibérale, ils ont besoin d'un chèque de 30 milliards d'argent public des États-Unis. Et quand tu regardes très concrètement, la pauvreté qui baisse, je sais pas, j'arrive plus à tout débunk. Mes potes lib, donc je les envoie juste se faire foutre. Moi, il faudrait que je travaille un peu plus ce truc-là pour débunker Javier Milei, mais je sais que j'avais lu des trucs dessus et au final, le truc de oh ça marche très très bien, c'est un peu un trompe-l'œil, quoi. C'est vraiment un peu un trompe-l'œil. Et les chiffres qu'ils adorent sortir, c'est regardez, le déficit a baissé de zinzin sur Javier Milei. Ouais, mais est-ce que les Argentins disent mieux? Bof, hein. Mais bon, laissons les choses se décanter. Je suis à peu près sûr que David Lisnard va se révéler comme étant un bon gros fachelard à l'ancienne dans les années qui viennent. Et je suis à peu près sûr que Javier Milei va être désavoué, y compris par les Argentins, dans les années qui viennent aussi. On verra. Mais mark my words, quoi. Voilà. Bref. En tout cas, il y a une hype David Lisnard, vraisemblablement. Regardez. On peut dire ce que l'on veut. Et même si ce sondage n'a aucune valeur scientifique, il est indéniable qu'une vague David Lisnard est en train de submerger la twittosphère. Ah, la twittosphère, ouais. La très représentative twittosphère. C'est-à-dire que les droitards libertariens complètement abrutis de Twitter sont très représentatifs de la population française. Ah bah oui, hein. Les médias mainstream ne pourront bientôt plus l'ignorer. Liberté pour la France avec Nouvelle Énergie. Les médias mainstream vont pas l'ignorer, mais en fait, il va se baver dessus comme l'immense œil qu'il est. Donc en fait, les Français vont l'ignorer directement, quoi. Je suis même pas sûr qu'il soit candidat à la fin. Il va se retrouver pareil, écrasé entre Bardella d'un côté et un Édouard Philippe ou autre de l'autre, quoi. Le tweet est con. Ce sondage ne vaut rien, il est indéniable que. Mais oui, c'est complètement con. Ah oui, les grandes gueules. Sachant qu'en plus, la droite Twitter qui kiffe David Lisnard, c'est la droite des bots, quoi. C'est la droite de l'IA. Il y a un mec qui s'appelle Brivael, là. Son compte, c'est que de l'IA. Il est en mode, c'est pas moi qui parle, parfois c'est moi qui parle, mais sinon c'est le bot qui tweet à ma place. Ça fait des 50 000 likes parce que c'est traduit automatiquement avec l'outil IA de Twitter. Et Elon Musk, il est en mode, trop bien. Regardez, maintenant tout le monde peut se parler grâce à la traduction automatique par IA. C'est devenu mondial, Twitter. Des gens de n'importe quelle nationalité qui parlent pas la même langue peuvent communiquer entre eux. Et oui, au final, c'est la dead internet theory, tout à fait. Parce que du coup, c'est du contenu fait par une IA directement, où il y a même pas. C'est des tweets écrits par des IA, traduits par des IA, qui communiquent entre eux. Et c'est en mode genre, regardez, on a uni le monde entier. Non, c'est de l'IA qui se parle entre eux, traduit par IA. Ces gros débiles de première, ils sont en mode je vais déléguer mon intelligence à une machine et je vais déléguer ma capacité à formaliser mes pensées à une machine. Ils se disent pas, je vais finir complètement con. Vraiment, mais c'est une bande d'abrutis, genre. Et encore une fois, ces gens-là ne représentent qu'eux-mêmes. Donc David Lisnard, il est un peu voué à flopper, mais on est sur Internet. Je suis moi-même un tweetos, n'est-ce pas? Donc moi, j'ai envie d'en parler, j'ai envie de les prendre en grippe et j'ai envie de me foutre de leur gueule.
Ça va être un peu délicieux, quoi. Ça va être un peu délicieux. Voilà. Autre indice, regardez. Voilà, les comptes comme ça, Sir X, Sir Afuera. Il y a que ça maintenant sur Twitter. Que des libertariens fans d'Elon Musk complètement ravagés du cul, quoi. Et c'est vraiment des abrutis, des imbéciles. Des imbéciles de première. Et regardez ce bouffon. Alerte! Sur Polymarket, David Lisnard, candidat à la présidentielle 2027, progresse et s'apprête désormais à dépasser Marine Le Pen en probabilité de victoire et d'argent misé. Quelque chose se passe. Donc Polymarket, je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qu'on appelle un marché prédictif. En gros, c'est un truc où tu fais des paris sur tout et n'importe quoi, avec des crypto-monnaies. C'est un peu bizarre. C'est rempli de libertariens totalement zinzin. Et en gros, tu mises de l'argent. C'est un système de paris avec des crypto-monnaies. Et du coup, des gens estiment que ce sont des marchés prédictifs et que voilà, le marché a toujours raison. Du coup, si des gens sont prêts à mettre plein de pognon pour dire que David Lisnard sera le prochain président de la France, ça veut dire que voilà, il y a de la vérité là-dessous et c'est une information bonne à prendre. Problème sur Polymarket, c'est que des libertariens totalement ravagés du cul, comme je disais. Donc évidemment que David Lisnard, le petit ultra-libéral en chef, qui a une hype de fou sur Twitter et chez les fans d'Elon Musk, bah, il va être un peu surreprésenté sur Polymarket. Ça me paraît évident. Et en plus, il est en mode super, regardez, il dépasse Marine Le Pen. Marine Le Pen est inéligible pour la présidentielle, c'est quasiment officiel. Oh, il a réussi à dépasser une meuf qui est inéligible. Bravo, bravo David Lisnard. Bravo. On peut voter contre? Non, si tu choisis ton candidat, quoi. Vous remarquez qu'Edouard Philippe est bien placé pour le coup. Bref. L'idole de Sardoche, mais oui, Sardoche est à fond derrière David Lisnard. Et c'est normal en fait. Les demi-habiles de la politique, c'est même pas demi-habile, hein, Sardoche, c'est un quart habile, c'est un dixième habile. Les bouffons de la politique, ceux qui n'y connaissent rien, qui n'y comprennent rien, qui disent je suis de droite, ils commencent plutôt avec cette sensibilité-là, quoi. Voilà. Ils sont en mode ah bah les impôts. Donc un débile comme Sardoche, évidemment qu'il va être fan de David Lisnard, évidemment. Peut-être que ça lui passera, hein, s'il continue à tryhard, il va trouver un build un peu meilleur, quoi. Mais c'est vraiment le build de débutant, quoi. C'est en faire 4, t'es en mode genre, ok, je vais jouer droite, et du coup t'es en mode David Lisnard, c'est super bien. Sauf que ça marche plus au bout d'un moment, ça. Je veux dire, tu commences à être en platine, diamant ou au-dessus, tu peux plus avoir un build David Lisnard, c'est faible, c'est faiblard. Un vrai libéral convaincu et convaincant ne roule pas pour David Lisnard, c'est bouffonnesque tout ça. Vous voyez? C'est bouffonnesque. Mais bon, du coup, ils sont contents sur Twitter. Ils sont genre, trop bien. Ils vont se prendre la déculottée de leur vie. Et après, ils vont être en mode, je comprends pas. En fait, on est tous des débiles qui se reniflent le cul entre nous sur Twitter et on représente personne. Oh merde, je croyais que les gens adoraient Javier Milei. Non. Je ne pense pas. Salut Elias. Comment ça va? Lisnard 2027 va faire une percée à la Macron 2017. Vous l'aurez vu ici en premier. Attendez. Ah, c'est déjà en signet. Je le mets en signet. Screené. Je peux plus le mettre en signet? C'est quoi cette censure de con là? Attendez. Ça va? Moi, ça va très bien. Je suis très en forme aujourd'hui. Voilà, je tiens à le dire. Ah! N'hésitez pas à le mettre en signet. Hein. Encadrez-le. Gardez ce tweet de côté. Voilà. Vous savez, je vais faire une capture d'écran. Vous savez quoi? Je vais faire une capture d'écran. Attendez. Regardez ce que je vais faire. Vous êtes prêts? Vous l'aurez lu ici en premier. Ok? Ok, Mathieu? Ouais, avec le Polymarket, comme ça on voit un peu tout. Ok. C'est capturé. Je le mets dans mon dossier secret. C'est le bureau, il s'appelle. Et je vais appeler le fichier David Lisnard, président. Voilà, dans mon dossier secret qui s'appelle bureau. Aïe, 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 aïe. Bon allez, c'est parti, on va commencer l'interview, la grande interview de David Lisnard. Vous allez voir, il pue la merde, hein, globalement. C'est David Lisnard. Bonjour à vous. Bonjour. Maire de Cannes, président de Nouvelle Énergie et candidat à la présidentielle. On va évoquer le cessez-le-feu en Iran, bien sûr, mais d'abord la joie pour Je n'ai pas envie d'avoir l'avis sur l'Iran de David Lisnard. Je m'en bats les couilles. Je m'autoriserai à passer quelques petits bouts de l'interview. J'en ai marre. L'article de tous les débilos de droite sur l'Iran, ils vont être en mode genre Trump, non, il est un peu bien sûr. Mais bon, voilà. C'est qui lui? Il est candidat à la présidentielle. C'est le maire de Cannes et le président de l'association des maires de France. C'est le Javier Milei français. Voyons, peut-être notre prochain président de la République. Un peu de respect. De Cécile Colère et Jacques Paris, nos compatriotes détenus depuis mai 2022. Ça, c'est bien ça. Iraniennes, ils doivent arriver dans la journée en France. Ils sont arrivés là? Ils sont venus en France, Jacques Paris et Cécile Colère? Ça, franchement, ça m'a fait plaisir. Je vous ai déjà expliqué pourquoi. Moi, je connais le beau-frère de Cécile Colère. Il m'en avait parlé. Et juste voir sa joie qu'elles sont enfin revenues en France. Je suis en mode genre ça me fait vraiment plaisir pour de vrai, quoi. Voilà. Donc là, ils sont revenus. C'est bon. C'est fou comme genre. C'est la vie que tu dois avoir quand tu reviens enfin en France après avoir passé 4-5 ans, je sais pas combien exactement, dans la prison en Iran. Waouh! Mais juste ne serait-ce que de se reconstruire, de revoir une vie normale après le traumatisme que c'est,
Ça va être compliqué, hein. Ça va vraiment être compliqué, hein. Donc là, j'imagine qu'ils sont très très heureux de retrouver leur famille et leurs proches, mais il doit y avoir un truc de waouh avant de revoir une vie à peu près normale et de réhabituer à juste avoir une vie normale, entre guillemets. Ça doit être. Ils sont fait accueillir par le fisc. Ah ouais. Bon, après, s'ils sont baisés par le fisc et qu'ils font une cagnotte, je pense qu'ils auront des gens pour les soutenir, quoi. Oui, envoie-moi l'article, Charles, je suis chaud. D'ailleurs, j'ai pas répondu à tes messages sur Discord, pardon, mais t'inquiète. T'inquiète, j'y répondrai. Tu m'as envoyé plein de trucs, mais du coup, comme j'ai regardé en live, j'avais plus les notifs, donc bref. Cite évidemment de leur retour, même s'il y a forcément une contrepartie accordée aux Iraniens. Certainement, en tout cas, il faut s'en réjouir, effectivement. C'est plus que leur libération, leur rapatriement, puisqu'ils avaient été Ils déjà avaient été libérés, déjà ils étaient à l'ambassade de France. Là, ils C'est sont vrai, tout à fait. rapatriés via Bakou, de mémoire. Mais ce que cela révèle, c'est aussi la réalité de la nature du régime iranien, qui est une dictature islamique, qui n'hésite pas à prendre en otage des ressortissants pour faire valoir ses intérêts. C'est pas nouveau, ils ont fait ça. Donc c'est pas nouveau. Et les attentats. D'autres pays et les attentats. Donc il faut toujours rappeler que C'est quoi cette musique? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se Bonjour à passe? tous et bienvenue dans le podcast du JDM. Désolé, je regardais l'article sur les impôts par rapport à l'Iran, là, du coup. Alors, du coup, c'est pas pour. C'est pour un autre. C'est pour un autre qui avait été otage en Iran. C'est pas Cécile Colère et Jacques Paris. Mais effectivement, il y a un otage en Iran. À mon retour en France, les impôts m'ont demandé pourquoi je n'avais rien déclaré. Après, j'imagine que si t'envoies un mail et tu leur expliques, ils comprennent. J'imagine. Mais du coup, ouais, c'est un peu. La lourdeur de l'administration française, c'est en mode genre. J'imagine que si je fais une réclamation, il y a moyen de moyenner, mais. Waouh! C'est quoi votre trou sur le CV là? Vous n'avez pas bossé pendant 4 ans, monsieur? Otage en Iran? Bah, vous n'êtes pas compétitif sur le marché, allez, ça dégage. Aïe, 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 aïe. Bref. il faut souhaiter que ce régime disparaisse de la carte. Absolument. Reconnaissez-vous le mérite d'Emmanuel Macron dans ce dossier? La voie diplomatique a toujours été poursuivie et ce canal a permis ce dénouement heureux? Pourquoi pas? Enfin, objectivement, oui, le dénouement est heureux. La diplomatie doit être une constante. On doit parler à tout le monde. C'est la base de la diplomatie. C'est comme un avocat qui doit défendre tout le monde aussi. Ça fait partie du métier. Mais comme je le dis toujours, quelle est la réalité du poids de notre diplomatie dans ce type de dénouement? Quelle est la réalité du rôle de nos alliés quand on en a encore? C'est la fameuse formule de Bismarck qu'on ressort tout le temps parce qu'elle est pertinente. C'est-à-dire que la diplomatie sans les armes, c'est la musique sans les instruments. Et aujourd'hui, la France est désarmée. Oui, il est chiant. Moi, je veux voir parler des impôts. Moi, je veux le voir en mode Javier Milei, quoi. Voilà. À partir de là, il faut mettre fin à la spirale de la dépense publique, remettre en cause le système social. Il faut moins de bureaucratie. Voilà, moi, c'est ça que je veux. Pourquoi le départ de LR? Je veux être un candidat de rupture, primaire de droite. LFI est un parti néofasciste. Voilà, moi, c'est ça que je veux. La partie sur l'Iran, bon, elle va peut-être pas regarder dans l'entière. C'est ce que l'on constate dans beaucoup de domaines. Et il faut réarmer la France, à tous les sens du terme d'ailleurs. Alors, on va parler d'abord de cette annonce cette nuit par Donald Trump du cessez-le-feu de 2 semaines avec l'Iran, avec des négociations qui démarrent au Pakistan. Une victoire totale et complète pour les États-Unis. La question de l'uranium serait réglée selon lui. Est-ce que... Je vais passer parce qu'il n'y a rien à déduire des déclarations de Donald Trump. Genre, il était en mode genre, ouais, on va peut-être, ça va être la fin d'une civilisation cette nuit. Il a dit ça. Il a dit, on va mettre fin à la civilisation iranienne. Et même J.D. Vance, après, il était en mode genre, oh, la bombe nucléaire, on verra, pourquoi pas. C'est genre. Et puis là, après, c'est. Ah non, en fait, ça va, les négociations avancent, on vous laisse 2 semaines de plus, lol. Moi, commenter les trucs qu'il dit Donald Trump, ça n'a. À un moment donné, ça n'a aucun intérêt, quoi. Faut voir ce qu'il fait au fur et à mesure, mais sinon, il fait que mentir et dire tout et son contraire. Donc, bon. C'est un bon dénouement pour vous? Vous avez toujours dit que cette guerre n'était pas illégitime de la part d'Israël et des États-Unis. Ah bon? Oui, parce que de la part d'Israël... Monsieur n'aime pas trop le droit international, vraisemblablement. Bizarre, je pensais que c'était juste un mec qui aimait pas les impôts, mais il n'aime pas le droit international non plus. C'est une guerre existentielle, évidemment. Et d'ailleurs, on voit bien qu'il y a 2 guerres, et on risque de voir la 2e guerre, celle entre Israël et le Hezbollah, donc l'Iran. C'est marrant, il n'a même pas prononcé le mot Liban. C'est la guerre entre Israël et le Hezbollah, donc l'Iran. Surtout qu'ils sont en train d'envahir le sud du Liban, et que ça parle même d'annexer le sud du Liban. Allô? Bizarre, sur l'international, c'est un énorme FDP. Je pensais que c'était juste un mec normal qui n'aimait pas les impôts. Bizarre. Se poursuivre. C'est un atlantiste à moitié suceur de Trump et d'Israël. Je pensais que c'était juste un homme de droite qui n'aimait pas les impôts. C'est quoi le rapport? Pourquoi ceux qui n'aiment pas les impôts sont systématiquement des gros fâchelards de merde? C'est bizarre ça quand même. Il y a 3 paramètres à prendre en compte. Cette guerre-là? Elle n'était pas légitime juridiquement, puisqu'elle ne respectait pas le droit international. Mais comme je dis toujours, le droit international il est toujours écrit après la guerre. C'est le vainqueur qui l'écrit à chaque fois. Mais en revanche, tout ce que l'on a vu... Il y a un air de Jean Covici physiquement? Ah, je vois ce que tu veux dire. Après, bon...
J'ai 1 milliard de fois plus de sympathie pour Jean Covici que pour David Lisnard. Même si Jean Covici, bon, il fatigue un peu, il est dépolitisant, mais bon. Dernières heures, les images de propagande iranienne que j'ai vues Jean cette nuit, Covici, des réseaux souterrains c'est lui. très très armés prouvent la dangerosité de l'Iran pour le monde entier. Et en l'occurrence, le fait, il y a 3 objectifs à sécuriser dans cet accord de paix dont je me félicite. Enfin, ce n'est pas un accord de paix, pardon, dans ce cessez-le-feu très fragile. C'est le sort des 440 kg d'uranium enrichi. Donc, est-ce qu'on aura enfin la possibilité qu'on n'a jamais eue de vraiment contrôler la nucléarisation militaire de l'Iran? Ça, c'est incontournable. Donc, on verra bien dans les Il y prochains. avait des accords sur le nucléaire iranien par la voie diplomatique, justement. Ça fonctionne quand même infiniment mieux que ce que Trump est en train de faire. Qui c'est qui a tout envoyé valser? Donald Trump. Donc dénonce Donald Trump. Si vraiment le problème c'est d'avoir des accords et de tenter que l'Iran n'ait pas la bombe nucléaire, si c'est vraiment ce qui t'inquiète, dénonce Donald Trump pour avoir fait capoter les accords, non? Ah non, il est obligé de sucer Donald Trump parce que c'est un milléiste. Voilà. C'est un libertarien débile. Il est fan de Javier Milei. Javier Milei, il est poteau avec Donald Trump. Tout ça, c'est l'extrême droite, l'international fasciste dans sa composante libertarienne. Donc il va pas trop critiquer Trump. Parce qu'en dernière instance, il a le vieux sgeg fripé de Donald au fin fond de sa gorge. Jour. 2, c'est est-ce que l'Iran sera capable de reconnaître l'existence d'Israël et la sécurité d'Israël, incontournable aussi. 3, on a vu que l'Iran pouvait jouer avec le détroit d'Ormuz. Et ça, c'est nouveau. Il ne faudrait pas que les gardiens de la Révolution deviennent les gardiens du détroit d'Ormuz. Et nous avons, Le détroit d'Ormuz était ouvert. Il y avait tout le pétrole, le 20% du pétrole mondial qui passait par le détroit d'Ormuz. Il n'y avait aucun souci. Pourquoi d'un seul coup il y a eu un problème avec le détroit d'Ormuz? Parce que Trump et Israël ont décidé unilatéralement et au mépris du droit international de bombarder l'Iran pour aucune putain de raison précise à part ils sont ennemis avec l'Iran. Pourquoi c'est nouveau? C'est la faute de Trump et d'Israël, littéralement. Littéralement. Et Trump il est en mode victoire, on va réouvrir le détroit d'Ormuz qu'on a fait fermer en bombardant alors qu'on nous avait rien demandé. À ce moment-là, t'es en mode Nick Trump, à cause de lui, c'est le bordel au détroit d'Ormuz, ça fait augmenter le prix du pétrole. Moi, je suis pour que la libre circulation des marchandises, premièrement. Et deuxièmement, Nick Trump, parce qu'à cause de lui, il a fait capoter l'accord sur le nucléaire iranien. Mais non, encore une fois, il va jamais dire quoi que ce soit à propos de son petit copain Trump, parce que il fait que sucer Donald Trump. Voilà. la France et l'Europe une carte à jouer. C'est son copain, c'est son allié. On a vu l'absence totale de la France et de l'Europe ces dernières semaines. Il y a une seule initiative, c'était l'initiative britannique que la France avait rejointe sur une coalition après la fin du conflit pour sécuriser Hormuz. Tout cela rappelle la fragilité de nos alliés historiques, Émirats arabes unis, Koweït dans une certaine façon, et le Bahreïn. Et donc, je pense que nous devrions prendre très vite une initiative pour renforcer notre alliance avec les Émirats arabes unis notamment, et pour sécuriser le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, il est primordial pour nous, pour notre essence, mais il est primordial surtout pour ces États-là, beaucoup plus que pour l'Arabie saoudite ou d'autres. Il ne faut pas laisser l'initiative à la Chine, parce que la Chine est un des gagnants des dernières heures aussi. Un tout petit mot. Pourquoi la Chine? C'est quoi le problème avec la Chine? Ça va? Sinon, on peut tisser des liens économiques avec la Chine. Ils ont l'air d'être plutôt puissants économiquement. Moi, la Chine, je préfère être au moins un peu pote avec eux d'un point de vue économique, d'un point de vue géopolitique et économique. Je préfère plutôt qu'ils soient dans mes alliés que dans mes adversaires. Hein, parce que la Chine, ils arrivent très très fort. Hein. Ils arrivent très 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 fort. Hein. Mais tu ne dois pas aimer la Chine, c'est des communistes. Voilà. Aïe, 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 aïe. David Lisnard, de ceux qui ont hurlé à la mort lorsque Donald Trump a parlé hier d'anéantissement d'une civilisation entière qui va mourir. On connaît la phrase de Paul Valéry sur les civilisations qui naissent et qui meurent. C'était une méthode finalement de négociation de la part du président américain. Ceux qui aiment Trump diront oui. Moi, je suis obligé d'être honnête. Je ne comprends pas cette formule. Voilà, je l'accepte pas. On peut pas parler. Ah, voilà. Je suis obligé d'être honnête. Je ne comprends pas cette formule. Encore une fois, il critique pas Trump en disant ça. Les fans de Trump vont dire oui, pas moi. Moi, je suis un fan de Trump critique. Je ne comprends pas cette formule. Donc le gars, il est en mode genre génocide infini et absolu sur la civilisation iranienne. On va les tuer, ces sales fils de pute. Il est en mode genre, je comprends pas ces formules comme ça. Il pourrait parler plus gentiment. Oh, quel humanisme. Hein. De destruction d'une civilisation en général et de la très belle civilisation perse en particulier. Je ne confonds pas le régime des gardiens de la Révolution, ce régime dictatorial, avec la civilisation perse qui est une grande civilisation. Alors, il n'a pas beaucoup condamné Trump. Il dit je comprends pas la formulation. J'aime beaucoup la grande civilisation perse. Je comprends pourquoi Sardoche est fan de lui. Sardoche, il dit pareil. Il dit la Perse est une grande civilisation, contrairement aux Afghans, là, je sais pas quoi, là c'est merde les Arabes, là. Non, les Perses, ils sont pas arabes, ils sont perses. C'est pas pareil. C'est une grande civilisation, ils ont des champions d'échecs. Ouais. Ok. L'impact sur le pouvoir d'achat des Français a été J'ai pas le régime des mollahs, mais c'est pas toi qui décide, ma biche. Bah oui, voilà. Ce qui est la position d'à peu près tout le monde en France. Hein.
Même les islamo-gauchistes, ils sont en mode genre, oh, le régime des gardiens de la Révolution, pas ouf, hein. C'est un régime autoritaire qui mate les manifestations dans le sang. Ça dégage, hein. Mais simplement, bon, l'émancipation des Iraniens viendra des Iraniens eux-mêmes, quoi. C'est pas à Trump de décider pour eux, évidemment. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Bah ouais. Il y a depuis le début de cette guerre avec les prix du pétrole qui ont augmenté. Là, ils repartent à la baisse, Dieu merci, avec l'annonce de ce cessez-le-feu. Ah. Mais il va falloir encore attendre quelques jours avant que ça se répercute à la pompe. Qu'est-ce que vous proposez, vous, pour proposer et pour protéger le pouvoir d'achat des Français sans grever nos déficits publics qui sont abyssaux? Beaucoup de choses à dire. D'abord, dire que le Ok, là, on part sur du David Lisnard. Déficit public, là, c'est bon, on rentre dans le dur. pouvoir d'achat, c'est le pouvoir de produire. Et on raisonne toujours à l'envers. On est sous perfusion publique depuis des décennies. Et c'est cette rupture que je veux apporter, je pense être le seul à apporter. C'est-à-dire qu'on infantilise les gens, on a habitué les gens, on a accoutumé les gens à la drogue de la dépense publique, aux Ouais, ça va 5 minutes. Alors attends. Moi, j'ai des problèmes d'addiction. Moi, j'ai au moins 2 addictions différentes à des substances addictives, alcool et cannabis. Et je suis aussi communiste. Ok, j'aime les impôts, j'aime l'impôt. Moi, mon monde idéal, il y a plus de prélèvements obligatoires et plus de dépenses publiques. On est à 3% de déficit, avec, je sais pas, un taux de prélèvement obligatoire à 80% du PIB et taux de dépenses publiques à 83% du PIB. Moi, mon système idéal, il serait un peu comme ça. Tout le monde paye masse impôts, mais tout est gratuit. Ah, c'est pas gratuit, c'est payé avec nos impôts. Oui, bah je sais, justement. Augmenter les impôts pour qu'un maximum de choses soient mises en commun. Moi, c'est le modèle c'est le modèle de société que je défends dans le cadre capitaliste. Parce que sinon, si on sort du mode de production capitaliste, la question de la fiscalité se pose de manière extrêmement différente. Vous voyez? Mais moi, c'est ça, hein. Le 100% sécu, voilà. Moi, je serais pour que la sécurité sociale concerne les retraites, c'est déjà le cas. Les soins, c'est déjà le cas. Mais aussi le logement, le transport et l'alimentation. Voilà, déjà rien que ça. Tu mets tout ça dans la sécurité sociale, ça serait un banger. Mais tu te retrouverais avec des taux de prélèvement obligatoires extrêmement élevés. Bah moi, je dis oui. C'est très bien. Tu payes beaucoup d'impôts, mais du coup, tu payes beaucoup d'impôts et en échange, oui, l'eau et la bouffe. L'alimentation, j'ai mis l'eau et la bouffe. Tu payes énormément d'impôts, mais en échange, tu as bouffe gratuite, logement gratuit, transport gratuit, soins gratuits, retraite par répartition. Et oui, énergie, électricité, gaz aussi. Tu mets tout ça, tu payes énormément d'impôts, mais tous les Français ont accès à ça, gratuitement, en échange de leur cotisation. Banger, hein, banger. Donc moi, j'aime les impôts. J'aime les impôts quand l'argent des impôts est bien dépensé. Au lieu de le foutre comme ça, là, des milliardaires insupportables pour gonfler leur profil, là, non, tu redistribues tout ça, tu mets en commun pour faire collectif. Et l'éducation aussi. Mais après, il y a déjà l'école publique en France aussi. Oui, tout à fait. On peut imaginer mettre un maximum de choses là-dedans, quoi. Donc moi, j'aime les impôts et j'ai aussi des problèmes d'addiction. Donc tu vas te calmer 5 minutes, David Lisnard, quand tu parles d'être drogué à l'argent public. D'accord? Moi, j'aime les impôts et j'aime la drogue, ok? Ça n'a rien à voir, les deux. Ça n'a rien à voir. Donc maintenant, tu vas te calmer, un peu de respect. C'est cette Respecte la rupture que culture. je veux apporter, je pense être le seul à apporter. C'est-à-dire que Je suis d'accord sur le principe, mais du coup, tu dépenses dans quoi ce qui te reste? Bah, les loisirs. Partir en vacances, acheter une PlayStation, acheter une télé, acheter un beau canapé à poltron et sofa, j'en sais rien, moi. Tu fais ce que tu veux de ton argent, mais tu l'utilises pour tout le reste. Tout ce qui est un peu loisir. Le reste à vivre. Oh, t'achètes du shit avec. T'achètes du shit, tu pars en vacances, tu fais ce que tu veux de ton argent. Mais voilà, déjà, tu payes beaucoup d'impôts, tu gagnes beaucoup moins d'argent, mais tout est pris en charge par la Sécu, y compris le logement et l'alimentation. Ça serait banger, hein. Moi, c'est ça le modèle de société que j'aimerais. on infantilise les gens, on a habitué les gens, on a accoutumé les gens à la drogue de la dépense publique, aux aides. Et moi, je veux pas être celui qui ajoute une dose à la seringue et qui en Vous dites fait ça aux infirmières continue. libérales, aux Pas agriculteurs, du aux tout. pêcheurs? Parce que qu'est-ce que ça a révélé là? Ça a révélé que le roi était nu. C'est-à-dire que quand il a fallu aider les Français, parce que des aides circonstanciées temporaires, moi je suis tout à fait favorable, il n'y a pas de sujet là-dessus, notamment les infirmiers, les transporteurs, etc. Mais on n'a pas pu le faire en réalité. On n'a pas pu le faire en réalité. Pourquoi? Parce que la France est surendettée. Elle est surendettée parce qu'elle est surfiscalisée et qu'elle est surbureaucratisée et qu'on soupe. Surbureaucratisé, surfiscalisé. Encore une fois, c'est surfiscalisé parce qu'on a quelque chose qui s'appelle la sécurité sociale et la retraite par répartition. Cet argent-là, il part pas nulle part. On a un taux de prélèvement obligatoire élevé parce qu'on a un taux de dépenses publiques élevé, parce qu'il y a plein de choses qui passent par la sécurité sociale, où on a une approche collective. Donc dire surfiscalisé, non. Toi, tu dis surfiscalisé, moi je dis on a la glorieuse sécurité sociale, quoi. Bon, après, chacun son avis, mais bon, ton avis pue la merde, David Lisnard, normalement, ça va. Dis les choses réellement, là. Oh, monsieur, je suis payé par l'argent public depuis 1997. Le mec n'a été payé que par l'argent public dans sa vie. Non, maire de Cannes, ça va. C'est pas de la gabegie d'argent public, hein. Voilà.
produit. Si vous voulez que l'emploi... Bonjour David Lisnard, vous êtes contre le CNR, contre l'héritage du Conseil national de la résistance? Oui, il est contre, hein, mais limite il le dit tel quel. Hein. Il est en mode genre, le CNR, là, tout ça c'était des communistes, ça dégage. Hein. de la boulangerie, que l'ouvrier de l'usine, que le commerçant, l'artisan gagne sa vie correctement, il faut mettre un terme à ce qui ne fonctionne plus, c'est-à-dire notre système d'État-providence. Ah voilà, ok, il a l'honnêteté de le dire, notre système d'État-providence. Mais va en profondeur, parle de la retraite par répartition. T'es vieux retraité cannois là, t'es vieux retraité millionnaire de Cannes. Parle-leur de la fin de la retraite par répartition pour voir, juste pour voir. Est-ce qu'il va parler des retraites précisément? Je pense qu'il va en parler un peu, mais... On ne réglera pas les problèmes de pouvoir d'achat en ajoutant des causes aux problèmes de la dépense publique. Premier élément. Deuxième élément... Un bandeur du modèle US, mais c'est que ça. Il n'a que ça, David Lisnard. Il a un seul discours, c'est « on paye trop d'impôts en France. Regardez là la dépense publique. Regardez là tous les impôts là. Vous n'avez pas honte d'être fonctionnaire? Non mais ça dégage. Hein. Si on privatise tout, tout le monde vivra mieux. » Voilà. Il n'y a rien de plus. Hein. Je viens de résumer sa pensée. Il n'y a rien de plus dans son positionnement politique. Rien de plus. On pouvait prendre tout de suite. Tout de suite. Alors, il fallait un peu discuter avec Bruxelles. Il y avait une trésorerie adaptée. Mais dans le prix de l'essence, il y a 17 centimes par litre qui alimentent les certificats énergétiques. Hein, on n'avait qu'à faire un moratoire sur ces certificats énergétiques pendant la durée de la crise. Le FK débasse. Après Rébo, il n'y a rien de plus anti-retraite par répartition qu'un retraité riche. Bah ouais, mais eux, ils touchent quand même la retraite par répartition, quoi. Ils privatisent tout du jour au lendemain. Qui paye leurs cotisations, qui paye leur retraite? Ils n'ont pas mis de côté en capitalisant. Tu vois ce que je veux dire? Mais oui, dans l'idée, je suis d'accord. En tout cas, les riches sont pour la retraite par capitalisation parce qu'ils en ont intérêt. Mais ceux qui sont déjà retraités par la retraite par répartition, et c'est les cotisations sociales des travailleurs qui payent leur retraite actuelle alors qu'ils ont cotisé moins que les autres, eux, ils n'ont pas un avantage direct, tu vois, ceux qui sont déjà retraités. Je sais pas. Et on repassait tout de suite en dessous de 2 € du litre. Voilà. Et ça, on en était incapable. On en est incapable parce qu'on est toujours dans la spirale de la dépense publique, de la fiscalité, de l'impôt qui étouffe le pays. Et c'est cette rupture-là que je voudrais porter. D'accord, mais pourquoi il parle? En quoi ça étouffe le pays? C'est ça que j'aimerais savoir. En quoi, je sais pas, par exemple, on va continuer à prendre l'exemple des retraites. En quoi faire la retraite par capitalisation, sortir d'un point de vue comptable l'argent alloué aux retraites des Français de l'argent public, en passant par le privé, en quoi c'est un projet de société qui est meilleur? C'est ça que j'aimerais savoir. Parce que moi que je dépense 1000 €, je sais pas, je dépense 500 € par mois en cotisation pour m'assurer d'avoir une retraite plus tard. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de payer 500 € par mois à un fonds de pension américain qui met ça sur les marchés financiers plutôt que le payer en cotisation sociale? Qu'est-ce qu'on en a à branler? Qu'est-ce que ça change à la vie d'un Français de payer 500 balles à la Sécu ou payer 500 balles à un putain de fonds de pension américain pour les retraites? C'est quoi la différence? En quoi c'est mieux? Est-ce que tu peux m'expliquer, David Lisnard, avec ton sourire de con? Explique-moi une bonne fois pour toutes! Ils sont incapables de l'expliquer. C'est mieux parce que c'est le marché. C'est tout. Ils partent de grands principes comme ça. Ils n'ont aucune explication par rapport à ça. Ils s'en battent les couilles. Tu leur poses la question un peu sincèrement, ils sont en mode genre on croule sous les impôts en fait, moi j'aimerais payer moins d'impôts. Oui, si t'es riche, t'as intérêt à la retraite par la capitalisation parce que ça t'évite de payer pour les autres. Ça t'évite de la solidarité nationale. Ça t'évite de payer un peu plus pour que ceux qui ont un peu moins puissent quand même vivre dignement. Voilà, c'est ça la réalité. Quand t'es pété de thunes, t'as intérêt à privatiser la Sécu. Parce que du coup, ça, tu seras moins solidaire. Donc ces gens-là qui n'osent pas assumer le fait de dire la solidarité c'est de la merde, moi je veux payer que pour ma gueule et les pauvres ils vont se faire enculer. Ils n'assument pas le fait de dire ça, alors que l'intégralité de leur idéologie se résume à ça. L'égoïsme monté en épingle comme étant un grand principe de vertu libérale. Oh waouh! Et peut-être que de cet égoïsme et de cette inégalité entre les hommes naissent finalement les grands hommes et les grands projets. Non, on a des milliardaires complètement finis à la pisse et complètement cons à la place. Voilà, vous voulez des grands hommes, vous avez des fils de pute. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, parle maintenant là, avec ta tête de con. Autres mesures proposées, plafonnement des prix, baisse de la TVA, elles étaient inefficaces, elles étaient trop coûteuses selon vous? Voilà, putain, faut le dire ou non, faut le dire, merde! T'es là, Groubignol? Est-ce que t'es là, Groubi? Si t'es là, Groubi, je pense que ça pourrait faire un bon TikTok, ça. En vrai. Yes, t'es là? N'hésite pas à noter le timecode là, j'ai une envolée lyrique un peu énervée mais un peu lyrique en même temps. Ça peut être pas mal. Yes. On a vu qu'elles n'étaient pas possibles, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas... Attendez, du coup, oui, mais c'est la TVA, Marine Le Pen. Selon vous? Des prix, baisse de... Et c'est cette rupture-là que je voudrais porter. Et toutes les autres mesures proposées, plafonnement des prix, baisse de la TVA, elles étaient inefficaces, elles étaient trop coûteuses selon vous? On a vu qu'elles n'étaient pas possibles, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas possibles à cause de ceux qui nous dirigent depuis une quarantaine d'années et de ceux qui voudraient prendre leur place, qu'on retrouve d'ailleurs. Ceux qui nous dirigent depuis une quarantaine d'années, mon parti et ma famille politique. Une quarantaine d'années, ça nous remonte à quand? Une quarantaine d'années? 86? Mitterrand était jusqu'en 95. Il y a eu Chirac de 95 à 2007. Non,
Il y a eu Chirac de 95 à 2007, puis de 2007 à 2012, il y a eu Sarkozy. Son parti dans lequel il était au pouvoir entre 95 et 2007. 22 ans au pouvoir d'affilée. Et là, il est en mode genre, ceux qui nous gouvernent depuis 40 ans font n'importe quoi. Mais c'est toi qui nous gouverne depuis 40 ans, monsieur le maire de Cannes. T'es sérieux, gros bouffon? Et oui, sans compter la cohabitation, les Chirac quand il était là pendant Mitterrand. Mais du coup, il y a aussi Jospin pendant Chirac. Donc voilà, on va dire qu'il n'y a pas eu de cohabitation, ça revient à peu près au même, quoi. Et avant, il y a eu De Gaulle et Pompidou, c'était pas ta famille politique aussi? Valéry Giscard d'Estaing, c'était un libéral. Il a bien libéralisé la France, Valéry Giscard d'Estaing. C'était pas ta famille politique? À part Mitterrand, il y avait qui des socialistes au pouvoir? Ah, François Hollande. Ouais, non, mais ça va. Ridicule, hein. Sur les deux extrêmes de l'échiquier, qui sont des étatistes, des dépensiers. Des Alors, on aurait étatistes. pu imaginer, je répète, la suspension des 17 centimes de prélèvement sur les certificats énergétiques, ce qui était quand même très très conséquent. Et ça ne posait pas de problème budgétaire, parce que c'était Oui, tout de suite 2012, un c'est ce que je transfert disais, ouais. budgétaire. Deuxième élément, on pouvait imaginer effectivement d'avoir une fiscalité flottante, c'est-à-dire que ça reste neutre pour les retombées sur l'État, mais tout le monde attendait avec espoir la fin des conflits. Le prix, le marché, je regardais cette nuit, puisque je voulais être au courant avant de venir vous voir, et ça a déjà perdu 15%. Alors, on verra dans les prochaines heures, et j'espère que la baisse sera aussi rapide que les anticipations à la hausse que l'on constate à chaque fois. On est drogué à la dépense publique, David Lisnard. Oui. En même temps, il y a C'est pas clair, hein. C'est pas clair son discours, hein. Vraiment, c'est pas clair, là. Je vais laisser nous embobiner en disant ah, les choses qui sont pas possibles. Le problème, c'est qu'on nous gouverne depuis 40 ans en étant étatiste. Moi, je suis pas étatiste. C'est pas clair, hein. Ça paraît pas très concret. Parce qu'encore une fois, le seul truc concret qu'il a à dire, c'est je veux moins d'impôts, il y en a marre de l'État, il est trop puissant. Et s'il veut aller vraiment dans le concret, il faut commencer à parler de privatiser des pans entiers de la sécurité sociale ou de nos services publics. Et je veux dire, dans un pays comme la France, de tradition social-démocrate, bâti sur les acquis du Conseil national de la résistance, à un moment donné, vas-y, assume de dire ça pour de vrai. Parce que dire on paye trop d'impôts et j'en ai marre, ok, mais assume ce que tu veux privatiser à ce moment-là. Parce que dire oui, le code du machin bidule, je le mets dans la broyeuse, très bien. Mais vas-y, assume le fait que tu veux privatiser la sécurité sociale. Assume le fait que tu veux privatiser l'école publique. Assume le fait que tu veux privatiser l'hôpital public. Vas-y, on t'attend. Ça prendra pas ce discours, parce que ce discours dans un pays qui s'est fait depuis 70 ans comme la France, ça ne fonctionne pas, ça ne marchera pas, ça ne prendra pas. Tu pues la merde, David Lisnard. des professions qui ne pourront pas tenir, là, qui vont fermer et mettre la clé sous la porte. On fait quoi pour eux si Donnez-moi l'État ne les aide pas? Vous pensez Pêcheurs, à quel- agriculteurs, artisans, commerçants, il y en a Oui, qui ne pourront pas passer le cap si la hausse, alors non seulement des prix du pétrole, mais du prix du gaz, parce que là, les factures vont Bien sûr. augmenter drastiquement. Bien sûr, mais je le répète, vous ne pouvez aider de façon circonstanciée et ciblée ce qui est pertinent que si vous avez une capacité de le faire. D'accord, donc si on payait moins d'impôts en France, l'État, ils auraient des meilleures finances publiques, ils pourraient aider les gens qu'on en a besoin, au lieu d'aider je sais pas qui, là, avec payer des fonctionnaires à rien foutre, et des Arabes qui touchent l'argent de la CAF. C'est ça, hein, le sous-entendu. C'est vraiment ça, le sous-entendu. Si l'État savait gérer ses deniers, on pourrait faire des aides. On pourrait faire des aides ciblées pour nos entrepreneurs. David Lisnard, t'es un libéral avec un grand L, soi-disant. La destruction créatrice de Schumpeter. T'as déjà entendu parler de ça? Ou pas? Oh! Normalement, quand t'es un vrai libéral, t'es en mode genre si les commerçants là, sont obligés de fermer boutique et font faillite, et ben c'est la dure réalité du marché. Seuls ceux qui sont rentables triomphent. C'est très bien. C'est la destruction créatrice. Et vous voyez, il y aura des destructions d'entreprises et des destructions d'emplois. C'est qu'ils n'étaient pas armés face à notre société libérale, et c'est les meilleurs qui triomphent à la fin. Vrai libéral dirait ça. Le vrai libéral dirait les boîtes qui se cassent la gueule, c'est comme ça, elles avaient qu'à être meilleures. Get good. À la fin, on n'aura plus que les meilleures boîtes. Et du coup, on aura l'efficacité du marché à son paroxysme. Vous voyez? C'est vraiment ça l'idée libérale à la fin. Se dire, il y a des gens qui ferment leurs boîtes, qui font faillite. Ok. Faire des aides de l'État pour aider dans des moments particuliers des boîtes, un vrai libéral ne devrait pas dire ça. Et David Lisnard se présente comme étant le vrai libéral. Et donc là, ça montre bien un truc, c'est qu'encore une fois, c'est complètement incohérent. Il va arriver vraiment avec son discours de libéral et dire, non, on va laisser crever les agriculteurs, ou normalement, s'ils sont pas compétitifs par rapport aux méga industries laitières, et on les laisse crever, tant pis, c'est ça le capitalisme. Tant mieux. Jamais de la vie il dirait ça. Jamais de la vie il dirait ça, parce que c'est pas rentable politiquement. Et donc du coup, ça rend son idéologie et son discours complètement caduques. Il est là en mode genre, moi je suis pour tout libéraliser, mais quand même garder les aides pour ceux qu'on en a besoin, mes électeurs potentiels de droite, donc les agriculteurs et les commerçants. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Vraiment. Vraiment. Soit tu veux supprimer toutes les aides et tu vas assumer qu'il y aura la destruction d'entreprises, et ça tombe bien, c'est la destruction créatrice chère au libéral. Soit tu l'assumes pas, et à ce moment-là, t'es une merde, quoi, David Lisnard. Mais à un moment donné, les pseudo-libéraux qui sont complètement hypocrites au final, ça va, vous êtes des cons, quoi. Oh là là. Destruction créative.
destruction créatrice. Voilà. La destruction créatrice est le processus économique continu par lequel les nouvelles innovations remplacent et rendent obsolètes sur les marchés, des innovations plus anciennes et conduisent les moins productives à disparaître. Par ce processus, je cite, le système économique se renouvelle et génère une croissance économique de long terme. Voilà. Donc là, c'est pour l'innovation, mais c'est pas que pour ça, quoi. C'est-à-dire que, il y a des entreprises, il y a des gens moins productifs qui sont voués à disparaître. Le boulanger n'est pas assez productif par rapport aux multinationales du pain. Si t'es un libéral, t'admets que les petits boulangers doivent disparaître. Les petits agriculteurs français sont pas compétitifs par rapport aux gros géants de l'industrie. Si t'es un libéral, tu assumes qu'ils doivent disparaître pour le bien de l'économie de marché. Mais oui, à la fin, ça crée juste des monopoles de FDP. Et c'est pour ça que les libérales, quand elle est absolue et qu'elles veulent se passer de toute régulation, c'est de la merde. Et personne ne le fait, à part l'autre bouffon de Javier Milei. Et même lui, il a besoin de l'argent public américain pour survivre. Donc au final, ces gens-là sont des débiles. Ces gens-là défendent un modèle qui n'est même pas tenable. Il y a une raison si laquelle les sociétés capitalistes, les sociétés dans notre mode de production capitalisme, ont tous un État et ont tous, même aux États-Unis, c'est quand même un pays très libéral, c'est le pays du capitalisme, ils ont quand même un taux de prélèvement obligatoire de plus de 30%. Pourquoi ? Parce que sinon ça ne fonctionne même pas. T'es obligé d'avoir un État et t'es obligé d'avoir de la régulation, sinon ça ne fonctionne même pas. Et même les libéraux convaincus le disent. Donc c'est pour ça qu'un mec comme David Lisnard qui arrive et qui fait l'ultra-libéral en chef, à un moment donné, soit t'assumes et tout le monde va se rendre compte que t'es un immense con, soit tu dis de la merde, t'es incohérent et t'es un immense con. Moi, ce que je propose, c'est, au-delà du conjoncturel d'aujourd'hui, c'est de rétablir... Ah, mais il a cette dit capacité. conjoncturel, ça fait de lui quelqu'un de très intelligent. Alors ça se voit qu'il saurait bien gérer les finances publiques pour la France. Il a dit conjoncturel, regardez comme il est intelligent. Lui, il serait compétitif, il rendrait la France compétitive. Les fans de David Lisnard, c'est tout ce qu'ils se disent. Ils voient, ils se disent, il a l'air d'être intelligent, il n'aime pas les impôts, peut-être qu'il gérerait bien la France. Vous vous bavez dessus tous, vous bavez dessus. Comme on l'a fait en 58, en 10 mois, où on a rétabli les comptes publics de façon forte, ce qui passe par une baisse, par une remise en cause totale du système social. Deuxième élément, des mesures circonstancielles, elles peuvent être décidées, évidemment, mais elles nécessitent déjà de cesser les transferts budgétaires de ce que l'on paye en achetant de l'essence vers les subventions à l'isolation thermique, etc. C'est bien. Ah oui, toutes les taxes sur l'essence, c'est uniquement pour l'isolation thermique. Et l'isolation thermique, c'est pas bien d'avoir des subventions pour l'isolation thermique ? Ils font comment, les Français qui n'ont pas beaucoup de thunes pour se chauffer ? Tu m'expliques, juste ? Tu m'expliques ? C'est pas important l'isolation thermique ? On va arrêter d'isoler des maisons. Ah, du coup, ça fait que les gens dépensent énormément d'argent pour l'énergie. Voilà. Mais ça, non. Ça, on s'en bat les couilles. Bien d'isoler, mais peut-être que pendant quelques mois, il faut arrêter. Faut arrêter d'essayer de faire la transition écologique, parce que en fait, ça entrave le marché, quoi. Le marché est plus important que la planète. On va cramer de l'essence à balles et faire zéro isolation thermique, parce que quand même, il faut économiser de l'argent public. Vous avez vu le déficit ? Non mais wesh. En vrai, il n'y a pas que David Lisnard qui dit ça, tous les libéraux sont comme ça. Mais lui, il l'assume, quoi. Mais vas-y, va continue à avoir ce discours en 2026, sans avoir l'impression d'être un énorme FDP complètement inconséquent. Vas-y, drill baby, drill, vas-y. Une solution très simple, très concrète, qui peut permettre d'aider les professions que vous évoquez. Refondre le système social, on va y revenir dans un instant. Un tout petit Ok, mot. attends. Et ceux qui travaillent dans les entreprises pour faire de l'isolation thermique de bâtiments, il y en a beaucoup quand même. On en fait quoi d'eux ? Si tu supprimes les subventions, leurs postes vont disparaître ? Non ? On sait pas, encore une fois. Il a l'air tout content, mais c'est de la merde ce qu'il raconte. Il est nul à chier. Sur ces mesures aussi prises par le gouvernement. Le BTP, là, non, ils s'en bat les couilles de ça. Non, ça dépend. Voilà. Les agriculteurs, oui, mais le BTP, non, je sais pas. Vous savez, il y a plein de Noirs et d'Arabes qui bossent dans le BTP de toute manière. Voilà. C'est peut-être ce qui se dit au fond. De toute façon, ça, c'est un gros hypocrite de merde, ce gars-là. C'est vraiment un immense bouffon, quoi. Le chômage partiel pour les entreprises, et puis le prêt flash carburant à 3,8% pour les TPE-PME, ça vous a fait bondir, pourquoi ? Oui, parce qu'on est encore une fois de plus dans cet état nounou, c'est-à-dire que l'État vous fait un prêt pour payer les taxes, pour payer l'argent qu'il vous prend. Et on crée... Mais ça, après, c'est chiant. Parce que le truc du prêt de l'État prête de l'argent avec des intérêts dessus, pour que les Français puissent acheter de l'essence et puis on rembourser quand l'essence aura redescendu. Ça pue la merde comme solution, on est à peu près tout le monde est d'accord pour le dire. Mais du coup, c'est quoi qu'ils proposent ? S'il n'y avait pas de taxe sur l'essence, il n'y aurait pas de souci. Voilà, ça va être ça. À chaque fois, une administration qui va attribuer, avec des CERFA certainement. Hier soir, on a remis le CERFA d'or avec Nouvelle Énergie. On a broyé des lois entières et des codes. Ça fait beaucoup de bien dans un broyeur. C'est peut-être le moment de communication politique le plus cringe de l'année 2026 en France. Il se la ramène en mode « Ça fait beaucoup du bien de mettre des documents dans des broyeurs. Vous voulez pas voter pour moi ?» Quel bouffon, mais quel bouffon. Attendez, je vous remets le truc. Si quelqu'un peut me l'envoyer sinon.
Ah non, c'est bon, je l'ai sur mon profil. Oui, il tente une blague, il est nul. Il est nul. Donc voilà son truc de on a remis le Cerfador et on a broyé des documents. Ben, on a trouvé ça grave stylé pour faire comme Javier Milei. Oui, je prends la voix de Marine Le Pen, je sais pas pourquoi je fais ça. Excusez-moi. Voilà, je vous le remets pour ceux qui viennent d'arriver. Urbanisme, broyé. Voilà, le code de l'environnement. Le code de l'environnement, madame la députée. Ah, il y a les aimants de Tondelier, c'est vrai. Moi, je trouve ça pire que les aimants de Tondelier, perso, parce qu'il fait. Les aimants de Tondelier, au moins, voilà, c'est sorti de nulle part, c'était cringe, mais c'était sa propre idée. Elle a pas juste copié Javier Milei, peut-être le pire dirigeant au monde, peut-être derrière Trump et Netanyahou, mais les top 3 des pires dirigeants au monde, quoi. Voilà, les aimants de Tondelier, c'était sa propre idée, il y avait un peu de créativité là-dedans. Lui, il a juste repris ça, quoi. Il a juste repris Javier Milei, il l'a fait dans une broyeuse à documents comme un vulgaire agent de la fonction publique territoriale. Je le redis, je fais tout le temps la même blague, mais les aimants de Tondelier, oh, j'ai pas envie d'en reparler. Alors, la boutique-thérapie des Verts, c'était affreux, c'était infernal, mais c'était pas cette année, c'était l'année dernière. Mais les aimants de Tondelier, c'était pas en 2026 non plus, hein, c'était en 2025, je crois. Broyer le code de l'environnement, broyer. Oh, on peut même plus construire des choses polluantes dans ce pays. Et la liberté, moi je suis pour la liberté de polluer, putain. Ouais, c'est ça en vrai. Hein. Le code de l'environnement, madame la députée, broyé. Broyer, je le dis sans entrain. Ça suce Tondelier encore. Mais je suis pas en train de sucer Tondelier, vous êtes sérieux? J'ai dit qu'elle était cringe avec ses aimants. Mais qu'au moins, il y avait un peu d'originalité. Elle a pas juste refait comme Javier Milei. Vous appelez ça sucer Tondelier? Oh, vous êtes des forceurs. Oh là là, vous êtes des forceurs. Bon, allez, bref, David Lisnard. Le délire dans lequel on est sous cette espèce de théâtre politicien, d'une classe politique très, très conformiste, qui a l'impression de faire du bien quand elle dépense l'argent des autres et quand elle crée des effets de bureaucratie. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir le record du monde de la dépense publique, le record du monde des impôts et des charges, qu'on produit de moins en moins de richesses. J'en suis fier. Je suis vraiment fier d'avoir ce record du monde. Qui peut s'asseoir à la table de la France quand on parle du taux de prélèvement obligatoire en termes de points de PIB? 47%, hein. Vous avez fait combien, vous? 42, minable. 37, c'est beaucoup trop peu. Voilà. Ah si, il y a des pays scandinaves. Il y a des pays scandinaves qui ça va, ils se démerdent là-dessus. Mais record du monde des impôts, banger. Record du monde de la dépense publique, ça veut dire que on a la sécurité sociale, l'hôpital et l'école publique. C'est bien ça, c'est pas bien ça. Non, c'est pas bien. Parce que les fonctionnaires, ils sont payés à rien foutre. J'avais oublié. Ah oui, l'école privée est naturellement mieux que l'école publique, par essence. Par essence. Qu'on était au 7e rang de PIB par habitant il y a 40 ans, qu'on est au 25e rang de production de richesse par habitant. Oui, j'ai dit vous alors que c'était un mec, oui. Les grands perdants de ce système, c'est toujours les plus modestes. Non. C'est ceux qui sont tributaires de l'inflation, c'est ceux qui sont tributaires du prix de l'énergie, du logement, la crise du logement. Plus on régule le logement, moins on fabrique de logements. Mais ce qui est incroyable avec ces gens-là, c'est qu'il y a un pays qui s'appelle les États-Unis. Les États-Unis d'Amérique. Et c'est un très bel exemple d'un système qu'aimerait mettre David Linard en France. Ou à l'arrêt sur image, j'avais pas vu. Il adorerait avoir un système à l'américaine. Il n'y a pas de crise du logement aux États-Unis? C'est bien? On se loge facilement aux États-Unis? Tout va bien aux États-Unis en termes de logement? La crise des subprimes, c'est la crise financière de 2008. C'était pas lié à la non-régulation du système par rapport au logement? Ah, ça a construit des maisons, hein. Ah, ça a construit des maisons, ça a fait des prêts à plus savoir quoi en foutre. Vive le capitalisme financiarisé, ça a donné la crise des subprimes. La crise des subprimes, les États-Unis ont été sauvés par de l'argent public emprunté sur les marchés financiers, mais par de l'argent public qui a fini par sauver les banques, parce que justement le marché n'était pas assez régulé. Et lui, il est en mode genre, mais si on dérégule tout le marché, alors on pourra construire plus de logements, non? Non. Ah oui, mais personne pourra se loger parce que ça sera trop cher. T'es con ou quoi? Il est con ou quoi celui-là, genre? Il n'a pas capté que personne n'arrivait à acheter de l'immobilier et que c'était pas même pas un problème de son intérêt en soi, c'est un problème que l'immobilier est trop cher. C'est inaccessible. T'empruntes à 3-4%. Si c'était des sommes correctes à emprunter, si tu ne devais pas emprunter, t'endetter sur 25 ans, ben les gens pourraient accéder à l'immobilier, même sans apport, si l'immobilier était moins cher, avec les taux d'intérêt actuels. Donc déréguler l'immobilier, qui va faire qu'il y aura encore plus de spéculation immobilière, ça va aider. Alors que les gens ne peuvent pas acheter de logements, précisément parce qu'il y a trop de spéculation immobilière, où il y en a trop eu par le passé. Et là, il n'y en a même plus, parce que juste, c'est même plus possible. Enfin, genre, pitié, quoi. Il peut commencer par construire des logements sociaux dans sa ville de con, mais c'est de l'argent public, en fait, Basal. T'es con ou quoi? On va pas dépenser l'argent. L'État, tu veux que l'État dépense l'argent des autres pour construire des logements? Non, il faut déréguler pour que ce soit des investisseurs privés qui le font. T'as rien compris, mon pauvre. L'essence, moins on a capacité de s'acheter de l'essence à un bon prix. Voilà le système dans lequel on est. Et la proposition politique, elle est toujours de flatter l'opinion, de dire tiens, je vais vous faire un chèque machin, un chèque truc. Mais ce sont des chèques sans provision. Ce sont des chèques qu'on fait payer à nos enfants, à nos petits-enfants. C'est tout le problème du financement des retraites. C'est toutes ces difficultés-là que maintenant il faut regarder les yeux dans les yeux avec espoir. On est une période de toute façon de vérité.
On a une espèce d'anesthésie politique depuis la dissolution, et le Premier ministre est très habile, c'est l'anesthésiste en chef. Mais attention, parce que le réveil il risque d'être très douloureux, parce que la dette... C'est moi qui dis ça. Il a quitté LR là quand il s'est lancé pour la présidentielle. Il était encore chez LR. LR qui est dans la coalition gouvernementale. En tout cas, depuis 2022, LR est dans la majorité gouvernementale. C'était officieux entre 2022 et 2024. C'était officiel à partir de 2024. Donc il est en mode genre, il y en a marre de ces macronistes de merde, ils font n'importe quoi, ils nous font flatter les instincts d'assister des Français. Moi je suis très différent. Tu as quitté LR il y a une semaine. Tu étais dans le parti qui était dans la coalition présidentielle il y a en moins d'un mois. Allô? Ça va atteindre 3500 milliards. Qu'une dette, il faut la payer, il faut la rembourser, qu'on va rembourser On la rembourse. avec nos impôts. On la rembourse. Le roulement de la dette, c'est quoi? C'est 5 ans? Quelque chose comme ça? Un titre de dette obligataire pour la France qui vient dans la dette, la réserve de dette accumulée de la France. 8 ans, pardon, 8 ans. En 8 ans, on l'a remboursé. La France prend 8 ans à rembourser ses créanciers sur les marchés financiers. Le vrai problème, c'est le poids de la dette à la limite. Mais bon, après, si tu réfléchis déjà aux effets macroéconomiques que peut avoir ta politique, quel effet ça peut avoir sur l'économie réelle de la France, tu peux très bien t'endetter t'endetter à un instant T pour résorber la dette par la suite parce que tu as relancé l'économie. C'est un peu le principe du keynésianisme. Voilà, et ça a très bien marché aux États-Unis pendant des décennies. Pays du capitalisme. Donc, 3500 milliards de dettes, vous vous rendez compte, il faut la rembourser cette dette. C'est le cas. C'est le cas. Plus, je sais pas, il faut avoir à l'esprit que cette année, nous allons payer 7 fois plus d'intérêts de la dette de l'État que tout le budget de la justice. On manque de magistrats. Mais le problème, c'est qu'on met pas assez d'argent dans la justice aussi. Pourquoi on met de l'argent dans les politiques d'aide aux entreprises qui sont des couilles en or et qui délocalisent et qui créent pas d'emplois au lieu de le mettre dans la justice? C'est peut-être ça le problème. Tu prends le problème à l'envers. On payer 7 fois plus d'intérêts de la dette de l'État que tout le budget de la justice. On manque de magistrats. On n'arrive pas à mettre en tôle des délinquants. On a des multirécidivistes dans la rue. Si vous voulez plus de policiers, plus de magistrats, plus d'enseignants, plus de soignants, mieux payés. Il faut moins de bureaucrates. Et si vous voulez moins de bureaucrates... Non mais attends, il oppose les enseignants de l'éducation nationale aux fonctionnaires bureaucrates? Mais t'es con ou quoi, David Lisnard? Tu crois convaincre qui en faisant ça? Les profs, ces feignants de profs, c'est la cible préférée de tes électeurs potentiels qui détestent juste tous les fonctionnaires et les impôts par essence. Ils détestent les profs parce que c'est des feignants, qui ont des vacances scolaires, qui sont payés à rien branler, ils bossent 12 heures par semaine, et en plus ils mettent des idées gauchistes dans la tête de nos gosses. Tes électeurs potentiels détestent l'éducation nationale et les profs. Et il est en mode genre, et pour pouvoir payer les profs, il faut enlever les bureaucrates. C'est la même chose. C'est la même chose. Quand on regarde qui est fonctionnaire, la gabegie d'argent public, tout cet argent public, tous les fonctionnaires qu'on paye à rien foutre, bah c'est pour beaucoup des profs. Donc là, il est en train d'essayer d'opposer les profs de l'éducation nationale aux fonctionnaires payés à rien foutre. Mais il est même comme un libéral, il est nul. Je suis désolé, il pue la merde. C'est quoi cette rhétorique? Un libéral conséquent dirait, ces connards de profs, on va faire l'école privée, comme ça au moins, ils auront le risque de se faire virer et puis commenceront à se bouger un peu le fiac. Un vrai libéral, c'est le discours qu'il a. C'est le discours que la droite a, plus en privé qu'en public, depuis des décennies. Et ça même, non. Ils sucent les profs de l'éducation nationale pour mieux taper sur les feignants de fonctionnaires. Même dans le genre « je suis un libéral », il pue la chiasse. C'est un mirage, David Lisnard. Il est guesse de fou, il est nul à yesh, il y a une espèce de hype autour de lui sur Twitter parce qu'il suce Javier Milei. C'est tout, il est mauvais. Là, je le vois, il est nul à yesh. Il faut qu'il y ait moins de bureaucratie. Et pour ça, il faut déréguler. Ouais, il sort des mots-clés que les droites aiment bien. Bureaucratie. Voilà. Il faut déréguler, il faut de la bureaucratie, il faut moins de subventions. Il sort des mots-clés comme ça, du coup les débiles de droite anti-impôt, ils sont en mode genre il a dit bureaucratie, j'aime bien, et puis comme ils se bavent tous dessus, bah ils sont contents, mais c'est un mirage. Hein. Moi je pense qu'il va même pas avoir ses 500 signatures, il va même pas être candidat à la présidentielle. Hein. Il va se retirer, appeler à voter Bardella comme un cuck, et puis c'est tout. Hein. Système social. David Lisnard, vous êtes candidat à la présidentielle, on est sur CNews et sur... Ah, j'en ai Europe 1. gros Vous sur la avez patate proposé avec lui. un programme de lutte contre la bureaucratie pour dénoncer les excès et Vous mettre voulez une fin clope, à l'enfer administratif français. On connaît tous les formulaires CERFA, il y avait des CERFADOR hier. Oui. Qu'est-ce que vous proposez concrètement que nous n'avons pas encore expérimenté? Ah, Mais on concrètement. a rien expérimenté. À chaque fois qu'on nous a annoncé un choc de simplification, moi je l'ai vu comme commerçant, je le vois comme maire, à chaque fois c'est plus compliqué à la fin. Parce que vous demandez à des bureaucrates de débureaucratiser. Donc ils peuvent pas. Mais C'est comme en si... quoi t'es pas un bureaucrate? Non mais wesh. Des bureaucrates, c'est les bureaucrates. David Lisnard, maire de Cannes. Alors, on va voir si c'est pas un bureaucrate lui. Homme politique français. Alors il a pas une triple casquette. Parfois tu vas sur la page Wikipédia, tu regardes l'intro, ils disent homme politique, entrepreneur, philosophe, écrivain et machin français. Lui il est homme politique français. Point.
Vice-président des Républicains jusqu'en 2026 et président de Nouvelle Énergie. Il est notamment maire de Cannes depuis 2014, vice-président du conseil départemental des Alpes-Maritimes depuis 2015, président de la communauté d'agglomération Cannes-Pays de l'Airain depuis 2017 et président de l'association des maires de France depuis 2021. C'est pas un bureaucrate, ça ? C'est pas un gros bureaucrate de merde, ça, par hasard ? Le mec, il est vice-président d'un des plus gros partis de France, maire de Cannes, vice-président de conseil départemental, président d'une communauté d'agglomération et président de l'association des maires de France. C'est pas un bureaucrate, lui. Non, il touche combien d'argent public depuis qu'il a commencé sa carrière, ce monsieur ? Avant de parler de bureaucrate ou de je sais pas quoi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Parcours politique, conseiller général puis départemental, suppléant de Bernard Brochant. Mais c'est pas des bureaucrates. Non. Président du comité régional du tourisme, bon ça ok. Conseiller municipal de Cannes, maire de Cannes. Président de l'association des maires de France, il n'a fait que sa carrière dans la fonction publique. C'est un bureaucrate. C'est un cumulard bureaucrate, tout ce qu'il y a de plus classique. Tout ce qu'il y a de plus classique. Vraiment. Il se permet de donner des grandes leçons comme quoi lui, il est dans la rupture. T'es dans la rupture de rien du tout. T'es le très mid maire de Cannes. Tu pues la merde. Va te coucher, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Demander aux dealers de lutter contre le trafic de drogue, c'est pas possible. Mais stop avec cette idéologie avec la drogue, quoi. Demander à l'État de lutter contre l'État, c'est comme demander aux dealers de lutter contre la drogue. Tu fais pas partie de l'État, toi. Tu fais pas partie de l'État. Donc on n'a jamais fait, c'est pas vrai. À chaque fois on ajoute alors on vous fait le mythe du guichet unique, qui est en fait un guichet qui regroupe tous les autres guichets. Moi ce que j'ai proposé hier un plan, le premier jour déjà, un méga décret qui supprime 300 textes inutiles. Le fait que la tronçonneuse, donc vous sentez la tronçonneuse de Javier Milei. Le broyeur, le broyeur. Okay, voilà, le broyeur. Je suis trop élément de langage. Moi c'est le broyeur, c'est pas la tronçonneuse. Comme ça se voit pas trop que c'est du plagiat. Ouais, j'ai besoin de me frotter la tête un peu. Il me donne envie de me frotter la tête, ce monsieur. Ça va pas du tout, hein. Mais vous, en plus, vraiment, hein. Et il est comme à la maison sur CNews. Pourquoi il est comme à la maison sur CNews ? Parce que CNews, c'est la chaîne de Vincent Bolloré. Vincent Bolloré, c'est un milliardaire. Et Vincent Bolloré, il aimerait bien payer moins d'impôts. Donc Vincent Bolloré aime bien David Lisnard. Il aime aussi bien Adolf Hitler. Voilà, c'est ça. En gros, Vincent Bolloré, c'est un peu un mélange. Si David Lisnard avait eu un enfant avec Adolf Hitler, ça aurait donné Bolloré. Donc c'est normal qu'il est à la maison, qu'il est à l'aise sur CNews comme ça. Un plan, le premier jour déjà, un méga décret qui supprime 300 textes inutiles. Alors on sait pas c'est quoi ces 300 textes inutiles, hein. C'est juste histoire de sortir des chiffres, quoi. C'est juste histoire de faire le malin, quoi. On sait pas ce que c'est, 300 textes inutiles. Tu crois qu'il y a que 300 textes qui font que la France est un millefeuille administratif et qu'il y a de la bureaucratie en France ? Monsieur le libéral, je vais le prendre à son propre jeu. 300 textes, mais c'est minable. Tu sais le nombre de pages qu'il y a dans le code du travail ? Et je parle uniquement du code du travail, hein. Tu crois qu'en supprimant 300 textes, ça va vraiment détricoter l'état nounou ? Tu penses vraiment que ça va un peu tronçonner dans l'état obèse ? Que ça va vraiment dégraisser le mammouth ? Tes 300 minables textes ? Un peu de sérieux, monsieur Lisnard. Le fait que la tronçonneuse, donc vous sentez la tronçonneuse de Javier Milei. Le broyeur, le broyeur, Okay, voilà, le broyeur. Le broyeur, dit-il misérablement avec la voix cassée. Élément, il faut absolument qu'on rende la vie tellement compliquée à l'administration qu'elle nous rende la vie simple. Et l'administration, on a une belle fonction publique. Et l'administration. Moi, tous les témoignages et les propositions me viennent souvent de fonctionnaires, d'ailleurs, qui n'en peuvent plus. Donc, à titre d'exemple, on va créer un droit de saisine de tout ce qui nous paraît absurde. Vous voyez, lorsque vous n'arrivez pas à remplir... Si je veux virer tous les fonctionnaires, c'est parce que je parle avec des fonctionnaires et ils me disent on en a marre. On en a marre d'être des fonctionnaires payés à rien foutre. On en a marre de toutes ces complications. Alors après, parfois que la France et l'administration française soient une usine à gaz. L'usine à gaz, c'est une expression qu'on dit pour dire il y a plein de processus, c'est un bordel, on pourrait faire les choses plus simplement. Oui, il y a de ça dans l'administration française, il y a de ça dans beaucoup d'entreprises. Est-ce qu'il y en a qui connaissent SAP ? Le logiciel professionnel SAP, c'est un logiciel allemand. Il y en a qui connaissent SAP ou pas ? Est-ce qu'il y en a qui bossent avec SAP ? Il y en a forcément. Il y a des gens qui sont en télétravail là en ce moment, qui sont en ce moment même en train d'utiliser SAP. Je suis sûr qu'il y en a en m'écoutant là. Il y en a qui sont sur SAP ? Ouais. C'est pas l'usine à gaz, un peu les process avec SAP dans les usines et dans les entreprises ? Ouais, t'es dessus, voilà. C'est pas un peu l'usine à gaz ? Les employés du privé, ils en ont pas marre. Ils en ont pas marre, ils veulent pas des systèmes plus simples parce que c'est l'usine à gaz d'utiliser SAP toute la journée ? On peut dire pareil. On peut dire ça des fonctionnaires, on peut dire ça des salariés du privé. C'est pas une histoire de oh là là, en fait c'est pas une histoire de finances publiques, dire il faut simplifier les process parce que c'est l'usine à gaz. C'est vrai, parfois c'est le cas dans la fonction publique, c'est le cas dans la fonction privée aussi. Ça n'a rien à voir avec une politique libérale en fait ça. Ça n'a rien à voir, dire on va économiser de l'argent sur la fonction publique en simplifiant les process parce que c'est l'usine à gaz. Certes, on pourrait simplifier des choses et quand c'est l'usine à gaz c'est chiant, mais c'est pas ça en fait. Si tu veux faire des économies sur les fonctionnaires, il faut virer des fonctionnaires, il faut privatiser des pans de l'économie, c'est tout. Il n'y a pas d'autre solution. Donc dire « Ah non, mais en simplifiant les process, on pourra gagner de l'argent », c'est ce que 100% des élus et des présidents disent depuis 50 ans.
On l'aurait déjà fait depuis le temps, non? votre CERFA en ligne, que vous remplissez 10 fois l'identifiant et que ça marche pas, etc. Mais ça On va, vous mais demande France 4 Connect, fois ça la marche même super bien en plus. De quoi il parle? Ça pourrait être tellement pire. France Connect, c'est un banger, je suis désolé. Il y a des trucs qui viennent du privé, c'est de la merde. France Connect, ça fonctionne bien. France Connect, ça fonctionne super bien. Le site de l'URSSAF, pour faire sa déclaration, ça se fait en 2 minutes. C'est pas mal. Ça va. Est-ce que c'est pire que Doctolib? Doctolib, ça a été fait par le privé. Doctolib, c'est chiant, l'interface, elle est un peu nulle. Moi, je préfère France Connect à plein de trucs du privé. Hein. Ça va, c'est pas l'usine à gaz, France Connect, c'est très ok. Ça passe. Dire, oh là, tout ce qui vient de l'administration française, c'est tout le temps l'enfer, hein, leurs vieilles interfaces pourries. J'ai bossé l'éducation nationale, donc oui, ça existe. Les trucs, les sites de l'éducation nationale, les sites officiels, c'est un enfer. Mais à côté de ça, voilà, le site de l'URSSAF et France Connect, ça va, c'est pas non plus, ça passe quoi. Ça passe. Salut le Moicas, comment ça va? T'arrives au moment où je m'énerve sur David Lisnard. En vrai, on rigole bien. Ceux que la fonction publique, c'est aussi des médecins, sages-femmes et infirmiers. Mais oui, qui sont déjà en flux tendu en permanence parce qu'ils n'ont aucun moyen, évidemment. Non, moi, genre, il y en a marre de la bureaucratie dans l'hôpital public. Il y a un problème de bureaucratie dans l'hôpital public. Il me semble pas, hein. Il me semble pas, quoi. Le site de la CAF aussi, e-prof impeccable. Non, e-prof, c'est horrible. Mais oui, le site de la CAF, ça fait longtemps que j'ai pas été dessus pour le coup. Mais je sais qu'il y a des sites, justement, j'étais en mode genre, oh là là, ça va être les outils internes de l'administration française absolument horribles. Et en fait, ça va, hein. Franchement, ça passe, je trouve. Hein. En tant qu'auto-entrepreneur, je trouve pas que ça soit une galère. Hein. Ils sont là à faire leur cinéma. On peut plus entreprendre en France, il y a 1000 documents à remplir. Franchement, ça va. Hein. Franchement, ça va. Pronote, c'est bien fait aussi, je suis d'accord. Pronote, le site est pas mal. Le site est vraiment pas mal. Et à côté de ça, dans le privé, il y a des trucs comme SAP. Et il y a pire que ça. Le milieu bancaire. On pourrait se dire, le milieu bancaire, ils sont au top de la technologie. Voilà. C'est pas comme l'administration française où là, il y a des vieux logiciels, on perd un temps fou avec tous leurs trucs de con. On pourrait se dire que dans la Société Générale, par exemple, ça fonctionne bien. Ils ont des bons outils parce que c'est le capitalisme, c'est le libéralisme. Il y a du continuous improvement dans leur service de continuous improvement. Le logiciel qu'ils utilisent encore à la Société Générale, je sais parce que j'en ai parlé avec mon daron qui bosse il est retraité mais il continue de bosser, il bosse à l'accueil d'une Société Générale, figurez-vous. Bref, peu importe. Il est en mode l'outil qu'on utilise, l'outil interne informatique, il a commencé à être codé et c'est le même depuis, il a été remis à jour mais vite fait, genre au début des années 80. Au début des années 80. C'est un truc, il existe depuis les années 80. Ça a été codé il y a extrêmement longtemps et c'est le même logiciel, ils n'ont jamais mis à jour et c'est une merde à utiliser apparemment. Enfin, ils l'ont mis à jour mais c'est toujours le même logiciel. Ils n'ont jamais refait ça bien. Et c'est en COBOL du coup, c'est ça? Il y en a qui connaissent ce truc-là par rapport à la Société Générale? Donc c'est pas un truc que j'invente, on est d'accord. C'est un truc qui est genre ultra vieux. Comme toutes les banques, ok. Ouais, ils ont un logiciel qui a été codé en COBOL au début des années 80, ils l'ont jamais refait. Et apparemment, c'est une merde à utiliser. C'est une merde. Donc le côté, c'est l'usine à gaz, oh là là, c'est compliqué de travailler, on perd du temps fou avec des outils de merde, il faudrait moderniser tout ça. Tu peux dire ça du public comme du privé, comme d'absolument partout. Voilà. Tu te casses le cul avec le logiciel de la Société Générale, tu casses le cul avec SAP, logiciel allemand, en fleuron de l'industrie allemande, ou tu te casses le cul avec e-prof, ou des trucs de la fonction publique territoriale, bah oui, c'est le cas dans le privé comme dans le public, quoi. Quand leur seul discours pour réduire les impôts en France, c'est moderniser le fonctionnariat, non mais allez vous faire foutre, c'est un discours c'est un discours qui est sans... qui s'appuie sur rien, quoi. C'est un discours de merde, vraiment. Hein. Le problème des outils publics, c'est l'expérience utilisateur et la stack technique, et c'est pas environ des gens que tu règles ça. Oui, voilà, mais moi ce que je veux dire, c'est qu'il y a des problèmes pour les outils publics, c'est les mêmes problèmes pour les outils privés. Oui, le stack technique, c'est genre en mode, tu remets des logiciels sur d'autres logiciels, sur d'autres logiciels, au lieu d'avoir un seul truc unifié, tu mets plein de surcouches de trucs et au final, c'est brinque-ballant, quoi. Mais ça, c'est le cas dans le public, mais c'est aussi le cas dans le privé, vraiment. Hein. Moi, j'ai bossé à l'assurance qualité dans une boîte américaine, une multinationale, qui s'appelait TE Connectivity. J'ai fait mon alternance 3 ans et on utilisait SAP, du coup, en assurance qualité. Mais c'est l'usine à gaz. Il y a des gens qui sont littéralement payés à rien foutre pour aller chercher des documents. Tu pourrais faire autrement, quoi. Mais ça, ils s'en bat les couilles, David Lisnard, parce que c'est pas des fonctionnaires, quoi. C'est-à-dire le droit de l'urbanisme. Moi, je suis maire. Nous sommes les dépositaires merci d'un droit El Turello. Merci beaucoup. El Tuerlo, merci beaucoup pour ton 7e mois. Let's go. absurde, qui est fort avec les faibles et fait avec les forts. Donc, ça attendez, je rembobine. Concrètement. Ah. Mais j'en ai gros sur la patate hein, quand c'est David Lisnard, j'ai vraiment envie de gueuler. Hein. Que ça ne marche pas, etc. Qu'on vous demande 15 fois la même procédure. Le droit de l'urbanisme, moi je suis maire, nous sommes les dépositaires d'un droit absurde qui est fort avec les faibles et fait avec les forts. Donc, ça veut dire quoi, concrètement? Ça veut dire que sous l'autorité du président de la République ou du Premier ministre, toutes les remontées du terrain, toutes les absurdités remonteront que c'est l'administration qui devra se justifier et que si la règle n'est pas utile, on la supprimera. Ça veut dire qu'on va interdire dans la surtransposition en droit français des directives européennes. Qu'on arrête d'être les plus débiles de l'Union européenne. Les plus débiles. Le son de la vidéo est un peu petit par rapport à ma voix, mais c'est pas ma faute, c'est vraiment la... Après je suis content parce que j'ai l'impression que ma voix était trop faible à la base, comme j'ai changé des trucs sur mon micro. Donc je baisse un peu ma voix du coup.
Mais mon problème, c'est ces vidéos, elles sont mal mixées, quoi. C'est de la merde. Merci Elozor, merci beaucoup pour ton tout premier mois d'abonnement. Bienvenue dans la team. Tu peux utiliser nos magnifiques émotes maintenant, comme celle-ci. C'est Carl Olive. Regarde. Hop là. Feu maire de Poissy, il est plus maire de Poissy. Bientôt, il sera plus rien du tout. Bref. Train de live en approche, n'hésitez pas à sub à la chaîne pour me soutenir, bien sûr. Voilà. Mais on va quand même continuer le react, même si ça part en train de hype. Mais n'hésitez pas, let's go. On dirait trop Sardoche qui parle, je sais pas si je délire. Sardoche est lisnardiste, hein, il est fan de David Lisnard. Il est en mode, alors peut-être pour 2027. Non, il va rien faire du tout. Hein. Il va flopper. Pour moi, Retailleau et Lisnard, ils sont voués à flopper. Lisnard bien plus que Retailleau encore. Qu'on arrête d'être les plus débiles de l'Union européenne et de se mettre des boulets de compétitivité en permanence. Tout ce plan a été détaillé, il sera en ligne dans les prochaines heures. On va sortir non seulement le livre noir de la bureaucratie, mais un... Ça va mourir de rire. Le livre noir de la démocratie. C'est une référence au livre noir du communisme, évidemment. D'ailleurs, le terme bureaucratie, le terme bureaucratisation, c'est un truc pour décrire le mécanisme de la stalinisation de l'Union soviétique. Souvent, on parle de bureaucratisation. Ouais, Je ne sais pas ce que c'est le que le livre super noir profil. de la... Il appelait ça comment? J'ai déjà oublié. Le livre noir de la bureaucratie. Aïe, 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 aïe. Vraiment, c'est à mourir de rire. Hein. C'est vraiment à mourir de rire, quoi. Et c'est là que tu vois, lui, en mode... En gros, c'est un peu cette espèce de pipeline-là. Je déteste les impôts car j'aime l'entreprise. Du coup, je déteste les communistes. Et en fait, la détestation des rouges et des communistes m'amène vers l'extrême droite assez rapidement parce que Hitler détestait les bolcheviks, par exemple. Voilà. C'est vraiment ça. Hein. Derrière chaque libertarien se cache un Adolf Hitler. Vraiment, j'en suis convaincu. Et si vous trouvez que je force, on attend quelques années. On verra dans quelques années. Voilà. L'avenir me donnera raison et j'en suis convaincu. Merci Tanlaon pour ton prime. Et bah écoutez, petit train de la hype, les amis. N'hésitez pas à me soutenir sous forme de sub ou de bits. Oui, j'ai ouvert pendant que je fumais. Oui, bien sûr, bien sûr. N'hésitez pas à me soutenir. Voilà. Ouais, plutôt là-bas. Tout ce plan a été détaillé, il sera en ligne dans les prochaines heures. On va sortir non seulement le livre noir de la bureaucratie, mais un plan de propositions concrètes pour redonner de l'espoir aux Quoi? Ah oui, on va se contrôle technique. Ouais. entrepreneurs, aux salariés, aux Français, toute la journée qui n'en peuvent plus parce que cette bureaucratie, je termine. D'accord. Mais Elle sans coûte casser cher. notre modèle social. Sans casser le Non, modèle on va social. inventer un autre modèle social. Aujourd'hui, notre On va inventer un autre modèle social. Le principe, c'est qu'il n'y aura pas de social. modèle social n'existe plus. Bah, si. Vous attendez comme jamais Ah, il aux fonctionne. urgences. Après, Non, il après un fonctionne. régime même. Hein. Il fonctionne pour les gens qui ont des moyens et des connaissances. Pardon, mais la carte scolaire, l'égalitarisme scolaire, il est contourné par les classes moyennes et les classes supérieures. Et les plus modestes, les plus pauvres, les immigrés, etc., on les met dans des écoles ghetto. Moi, je vais supprimer la carte scolaire et on va donner de la liberté de choix aux parents. Et Si on supprime l'école publique, il y aura plus de vivre ensemble et de mixité sociale. Non, les riches vont aller dans des écoles de riches et les pauvres seront dans des écoles de pauvres. Il est complètement con, lui, ou quoi? Non, mais vraiment, il est sérieux. Donc, c'est les riches, les bourgeois qui mettent leurs gamins dans le privé parce qu'ils peuvent se le permettre, si on privatise l'école publique, ils pourront le faire encore plus. Il y aura encore moins de mixité sociale. Vraiment, mais c'est un débile, vraiment, c'est un débile. Il essaye de faire le gauchiste pour faire le libéral. C'est ça qui est insupportable. Il est en mode, on va faire un nouveau modèle social, mais ça sera au service des plus pauvres. Assume le fait que tu veux un monde plus inégalitaire. Va au bout de tes idées, va au bout de ton pensée. C'est un très mauvais représentant Je ne sais pas ce de que c'est que le l'ultralibéralisme super profit. français, parce qu'il veut continuer à défendre ce qui fait la France quelque part, quoi. Voilà. Il est en mode genre non. Il reste français. Son discours s'inscrit dans un logiciel qui reste français. Et du coup, il est en mode genre non, il faut plus de mixité sociale, la carte scolaire, non, il faut aider les agriculteurs. Parce que voilà, il y a un côté où ça reste la France, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et à côté de ça, c'est un ultralibéral. Donc en fait, ça ne fonctionne pas. L'ultralibéralisme ne fonctionne pas en France parce qu'on a un modèle qui a fonctionné pendant des décennies et tout le monde a grandi dans ce modèle quasiment. C'est un modèle, c'est le fameux modèle d'État-providence, héritier du Conseil national de la résistance. C'est comme ça que la France s'est reconstruite après-guerre, y compris via De Gaulle. Vous voyez, De Gaulle qui est la figure tutélaire indépassable de la totalité de la droite. Et je veux dire, à un moment donné, la France, elle est comme ça depuis trop longtemps pour pouvoir arriver et tout casser et dire non, on veut totalement changer de modèle. Et du coup, il est là, dans un mode d'entre-deux, où il fait un peu le gauchiste bizarre. Il fait le français finalement, avec la part de gauchisme économiquement que ça implique pour des raisons historiques, tout en disant je veux être Javier Milei. Ça ne fonctionne pas. Soit t'es un libertarien, un ultralibéral, soit t'es un milléiste, un afouériste. Mais à ce moment-là, commence pas à faire le gauchiste en disant oui, si on veut tout privatiser, c'est pour la mixité sociale. Dis si on veut tout privatiser, c'est pour arrêter ce nivellement par le bas qui fait que l'égalitarisme nous pousse à nous Je ne sais pas ce que vautrer c'est dans que le une forme de super profit. médiocrité au nom de l'égalitarisme. Un vrai libéral, il dirait ça. Il dirait faut moins d'égalitarisme parce qu'on
nivelle tout vers le bas. Parce que vouloir que tout le monde soit égaux, bah, tout le monde au final est nul. C'est ça qu'il devrait dire. C'est comme ça que la droite libérale réfléchit, que les vrais libéraux réfléchissent. Mais il essaye de faire le français vaguement gauchiste, alors que c'est monsieur Milley français. Ça ne fonctionne pas. Ça pue la merde. Il est nul à chier. Il est nul à chier. C'est ça le héros de la droite Twitter. Non mais la droite Twitter, allô, appel à la droite Twitter. Appel à Sardoche et aux milléistes français de Twitter. Vous êtes d'accord avec lui quand il dit il faut plus de mixité sociale? Vous êtes pour la mixité sociale, vous, maintenant? Vous êtes pour le nivellement il est pour le nivellement par le bas, hein, ce gauchiste. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Hein. C'est pour séduire les électeurs PS? Moi, je pense même pas. C'est parce que ça s'inscrit dans la politique française, en fait. Et tu ne peux pas être un ultra-libéral en France. T'arrives en mode je vais tout casser. Tout ce qui existe et qui a fonctionné pendant des décennies, je vais tout casser pour faire comme les ricains. C'est ça, en fait, l'ultralibéralisme français. Ça ne prend pas, ça ne prendra jamais. Alors, peut-être qu'un jour ça prendra, mais en tout cas, ça prendra certainement pas avec ce demi-habile de David Lisnard. Hein. Je serai un meilleur ultralibéral que lui, la vérité. Merci Pythagore pour les 3 mois d'avance, incroyable. Merci beaucoup. N'hésitez pas à donner pour le train de l'hype. Let's go. J'étais en forme aujourd'hui, je mérite bien un niveau 5. Le financement public suivra le choix des parents. Il n'y a rien de plus injuste que le déclassement scolaire et la façon dont on sacrifie des générations entières de gens modestes. C'est pour ça que ce projet que je propose, qui est éducatif d'ailleurs, qui est scientifique, qui est sécuritaire et qui est libéral au bon sens du terme, c'est du libéralisme populaire. Il faut rendre le pouvoir aux gens. Il faut enlever le pouvoir aux technos qui nous gouvernent, qui alimentent les cabinets de conseil, qui font que l'État paye 2 milliards à des cabinets de conseil, c'est les mêmes, ils passent d'un ministère au cabinet de conseil. Stop faire le gauchiste 5 minutes, David Lisnard, t'es sérieux là? Oh, il a marre d'argent public qui sert à payer McKinsey. C'est tes copains McKinsey, qu'est-ce que tu parles? T'aimerais qu'il y ait moins d'État pour que ce soit McKinsey qui gouverne directement? Qu'est-ce qu'il raconte ce FDP? Non mais c'est pas possible là. Arrête de faire le gauchiste. L'argent public, il part pas dans McKinsey, l'argent public, il part principalement dans les retraites et l'hôpital public et l'éducation nationale et la police et l'armée. Tu le sais très bien. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il essaye de faire? L'ultralibéral par la porte du gauchisme, libéralisme populaire. Mais nique ta mère, non, t'es complètement con. Ou à ce moment-là, t'es un gaulliste social en mode Chabandelmas, je sais pas quoi. Mais c'est pas ta position. Sa position n'a aucun sens. Il est vraiment nul à chier. Je pensais pas qu'il serait nul à chier comme ça. Hein. C'est grave. Hein. Cette révolution par la liberté, personne ne la propose. Nous la proposons avec Nouvelle Énergie et nous allons la faire gagner pour que la France gagne et retrouve sa grandeur. Et bah tu vas te rétamer comme une merde. Hein. Je pensais qu'il était meilleur que ça. Je pensais qu'il allait assumer la position ultralibérale, même pas. Il tente quand même vaguement de faire le gauchisme et ça me donne totalement raison. Gare à celui qui veut s'en prendre à notre État-providence français parce que quand même, jusqu'à preuve du contraire, le français moyen, il est quand même plutôt attaché à ses services publics, il est quand même plutôt attaché à sa retraite par répartition et le français moyen, il se dit payer beaucoup d'impôts, ok, mais si on a des services publics qui suivent, je veux bien. Voilà. Et le problème, c'est qu'ils se disent on paye beaucoup d'impôts et à côté de ça, les services publics se cassent la gueule. Donc en vrai, il me donne raison. Hein. Il me donne raison. J'ai toujours dit, là, les espèces de libéraux de Twitter, ultra-libéraux de merde, ça ne prendra jamais en France parce que c'est pas possible en fait. On a une histoire économique en France depuis 45 qui fait que ça ne prendra jamais. Et je me retrouve avec David Lisnard sur CNews qui fait quand même le gauchiste malgré tout parce qu'il s'inscrit dans cette tradition de l'État-providence tout en disant qu'il ne veut plus de l'État-providence. Donc moi, ça me donne totalement raison pour moi. Hein. Donc David Lisnard, il va flopper comme la dernière des merdes. Hein. Vraiment, j'en suis sûr. Hein. Vous pouvez clipper. Merci Nonoka, merci beaucoup pour les 200 bits. Le train live va s'arrêter par contre. Oh là 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 là, bah dès que je fais pas des pauses pour dire let's go le train de live, ça donne pas. Hein. Si quelqu'un veut le sauver, vous avez 10 secondes. Il manque 2 abonnements. N'hésitez pas. Alors, vous avez claqué il y a tout juste une semaine la porte des Républicains, déclaré votre candidature à la Merci présidentielle. Nonoka, merci beaucoup. J'ai envie de vous demander d'abord combien de divisions Et merci Alain pour Proust. Nouvelle Énergie. Alain Proust qui sauve le train avec son 10e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne sais Vous pas êtes ce que à c'est combien que le d'adhérents super profit. Alors on est à 15 000 adhérents. 15 Ça 000 est adhérents vérifiable parce que moi je ne triche pas sur Bien les chiffres. entendu. Voilà. Mais est-ce que ça veut dire que les LR sont morts pour vous? Et j'ai surtout Attends, il y a 15 000 adhérents à jour de cotisation chez Nouvelle Énergie. À jour de cotisation. Je sais qu'il y a 15 000 adhérents, mais à jour de cotisation. C'est comme ça qu'on dit dans le milieu. Qui payent leurs cotises. de nos convictions. C'est-à-dire que les Je gens pense qu'il y a 15 000 personnes qui ont signé sur leur site pour dire je rejoins Nouvelle Énergie. 15 000 à jour de cotisation, ça me paraît bizarre. qui nous rejoignent sont très engagés. C'est à la fois des fonctionnaires exaspérés, c'est des retraités qui pensent à leurs petits-enfants, ce sont des chefs d'entreprise, beaucoup évidemment, qui en ont ras-le-bol de l'absurdistan dans lequel on vit. Et quand vous êtes bien avec vous-même, avec vos convictions, et que c'est clair, eh bien je pense que vous pouvez porter quelque chose. Est-ce que les LR sont morts pour vous? Est-ce que Bruno Retailleau Moi, je veux est pas dire- incapable? Son parti s'appelle Nouvelle Énergie, ouais, on dirait une branche de GDF Suez, tout à fait. Tout à fait. Après, il y a quelqu'un qui disait un truc intéressant, c'est en mode genre, moi mes potes plombiers, entrepreneurs, là, Rivo, tous mes collègues blancs, français moyens, plombiers, BTP, etc., me sortent ces mêmes takes de merde. Sur le côté anti-impôt, en mode, il y en a Je ne sais marre pas ce que c'est que le super profit. il y en a marre que l'État nous vole tous nos impôts, on regarde le prix de l'essence, c'est que des taxes, il y en a marre de payer des taxes. Ça, ouais. Mais après, quand on parle de. Si tu leur demandes, du coup, tu veux privatiser, qu'il n'y ait plus d'école publique et qu'il n'y ait plus la retraite par répartition, ils vont dire bah non, je pense. Tu vois ce que je veux dire?
Généralement, les mecs qui sont anti-impôts, c'est plus il y en a marre des assistés. Il y en a marre de. Ouais, il y en a marre des assistés, typiquement. Mais ils disent pas tant, il y en a marre de l'école publique, il y en a marre de l'hôpital public, il y en a marre de la retraite par répartition, il y en a marre de la sécurité sociale et du remboursement de nos soins. Ils sont pas trop pour ça, quoi. Donc c'est pour ça que généralement, ceux qui ont un discours anti-impôt, ils ont le mérite de mentir bien, on va dire, et dire oh, il y a tellement d'argent à se faire sur le dos des assistés. Ah bah les impôts, votez pour moi, je suis Jordan Bardella. Voilà, il a un discours comme ça. Généralement, le discours de droite anti-impôt s'appuie sur cette espèce de mensonge comme quoi l'assistanat coûterait des milliards et des milliards à la France. Alors que ce qui coûte des milliards à la France, c'est pas un coût. C'est comme ça qu'on fonctionne. C'est l'école publique, l'hôpital public, le remboursement des soins et la retraite par répartition. Déjà, rien que ça fait une bonne part du gâteau. Donc c'est pour ça. Soit, si tu veux avoir un discours anti-impôt, soit tu mens en disant on va économiser plein d'argent sur l'assistanat, soit t'assumes et tu dis on va privatiser plein de trucs, mais personne ne veut l'assumer, soit tu te trouves comme David Linard à être globalement extrêmement médiocre, quoi. Voilà. Je pense que vous avez capté où je voulais en venir. Merci Cox Cooks, merci beaucoup pour ton tout premier mois d'abonnement. Bienvenue dans la team, let's go. 2 minutes 30 sur le train de la hype, il nous manque 3 subs, n'hésitez pas. Je ne sais pas ce que c'est que super profit. J'ai rien dit, merci Nonoka pour les 5 subs offerts. Énorme. Du coup, il nous manque encore 3 subs, mais pour passer cette fois-ci au niveau 5, n'hésitez pas à donner. D'ailleurs, on a 884 subs sur la chaîne. Peut-être qu'on peut atteindre les 900 aujourd'hui. Voilà. De porter la candidature de votre famille politique. Je ne veux pas dire du mal pour dire du mal, mais si j'avais pensé que ça Ils pouvait étaient pas porter morts, un vous seriez espoir... restés, Oui, peut-être. parce que Donc ils sont morts. parce qu'il y a trop d'ambiguïté, il y a eu trop de contradictions. Le fait d'accepter de revenir sur la réformette des retraites, le fait de dire le budget est un budget socialiste, insupportable, mais de tout faire pour qu'il passe. Le fait de voter la confiance à François Bayrou, quoi. C'était d'une... On me souffle à l'oreillette, Nonoka, que tu faisais pas une partie de mes défenseurs sur le live d'hier soir. C'était hier soir? Non, c'était avant-hier soir. C'était mardi soir. Mardi soir, il y a eu un live où ça a parlé de moi. Par contre, tu faisais partie des gens qui me défendaient sur le chat en disant oh, mettez-le en camarade, vous êtes sérieux là? C'est bien. Oui, exactement. Bah, moi, je l'ai pas remarqué, mais jamais une fourchette l'a remarqué. Ça ne sera pas oublié. J'ai gardé ça dans un coin de mon cerveau. Je l'ai dit. C'était marrant, moi, j'ai bien aimé ce live. C'était rigolo. Ça va. C'était cool en vrai. Pas une lucidité rétrospective. Donc tout cela, moi, je n'en pouvais plus. Et j'ai Je leur dis vite fait, c'était le live de la Zawa Prod. Ils ont commencé à faire tier list de la gauche anti-LFI. Donc c'était Razé Cassandre. Et du coup, j'étais en mode genre, moi anti-LFI? Moi anti-LFI? Bien dis-le mot. Je ne sais pas ce que c'est que super profit. On me l'avait pas sorti celle-là depuis longtemps. Demande à mes viewers si je suis anti-LFI. La dernière fois, j'ai fait une miniature où je suçais Emmanuel Bompard en disant trop basé pour gratter du Google AdSense. non, je retire ce que j'ai dit. Moi mais du coup, non, ils ont pas dit que j'étais anti-LFI. C'était un discours sur plus en mode, bah, quand t'es dans une position un peu journalistique comme dans celle dans laquelle je commence à être, parfois à un moment donné, faut un peu choisir, quoi. T'es un militant ou t'es un journaliste? T'as ce truc-là, un peu légitimité, etc. Ouais, ils ont été faire avec moi. Moi, je trouve qu'avec moi, ils ont été faire. Ils ont été un peu moins faire avec d'autres personnes, on va dire. Mais avec moi, je trouve que c'était faire et le discours qu'ils ont eu était intéressant. Et non, franchement, rien à redire. Hein. Très bien, il y a pas de souci. C'était en mode. C'était vraiment tranquille. C'était pas du clash débile, juste pour clasher débilement et tout. C'était cool. C'était vraiment. Il n'y avait pas de coup sous la ceinture. C'était marrant. Du coup, moi, j'étais là un peu à me défendre. Franchement, c'était rigolo. C'était cool. Voilà. Ils ont juste lancé une fitna pour gratter du buzz. Non, en vrai, je pense pas. Hein. Je pense pas. Hein. En vrai, ça va. Hein. Après, du coup, comme j'étais là, ils ont vu que j'étais là. Franchement, ils ont été tout à fait corrects. Non, là, je pense vraiment pas que c'était ça. Je pense vraiment pas que c'était ça. En vrai, pour de vrai. Hein. Ils étaient fair. Par contre, le chat, il y avait des haters. Et oui. Ils ont peur que tu deviennes un Usul qui a viré Glucksmanniste. Dosé, par contre, il a vraiment pas viré Glucksmanniste, Usul. Mais oui, il y a ce côté-là, il y a ce côté bon. À surveiller les ribauds, mais il y a moyen qu'ils soient en quête de légitimité, qu'ils bossent avec des journalistes et que du coup ils se ramollissent petit à petit. Et moi, c'est des questions que je me pose. Hein. C'est des questions que je me pose premier degré. Et c'est pour ça que je trouve que c'était intéressant en vérité. Voilà. Bon, bref. Tout ça pour dire merci Nonoka pour les 5 subs. N'hésitez pas à donner sur le train de la hype. Et merci Remix Riders aussi. Let's go. Allez, on reprend parce que là, je suis en train de. Je sais plus où j'en suis par rapport à David Lisnard, pardon. Revenir sur la réformette des retraites, le fait de dire le Bienvenue, budget l'a est fait un budget Marcel. socialiste, insupportable, mais de tout faire pour qu'il passe. Le fait de voter la confiance à François Bayrou, quoi. C'était Enfin, je l'ai dit à l'époque, hein, c'est pas une lucidité rétrospective. Donc tout cela, moi, je n'en pouvais plus, et j'ai envie enfin de porter une voix qui soit en rupture avec ce qu'on retrouve dans tous les partis de LFI au RN en passant par LR, la Macronie, etc. C'est-à-dire cet étatisme infantilisant qui consiste à mépriser les individus. Oui, mais alors, Du LFI au RN. Et on a Horizon, le parti d'Édouard Philippe. Horizon, c'est vraiment des libéraux. Édouard Philippe, lui, il assume un peu plus que les autres. Il est en mode retraite à 67 ans. Allez, au boulot, les feignants. Il est très libéral, Édouard Philippe. Il n'y a aucun souci là-dessus. Hein. Il est très libéral. Mais même Gabriel Attal, Bruno Le Maire, puis Gabriel Attal, ils ont dit ça va être la fin de notre modèle social. L'État-providence est à bout de souffle. On va devoir
réformer dans les grandes largeurs. C'est Gabriel Attal qui dit ça. Et même Bruno Le Maire, il était en mode genre, il faut arrêter de mentir en français. L'État-providence, c'est fini. Hein. Il va falloir faire autre chose. Donc bon, être en mode, personne ne dit ça à part moi. Mes couilles, mes grosses couilles. Je suis désolé, David Lisnard, mais vraiment, c'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Et Zemmour, voilà, Reconquête, c'est quoi leur discours par rapport à l'État-providence et la fiscalité? Le même que le tien. Éric Ciotti, tes cousins du Sud, là, Éric Ciotti et Estrosi, non, mais juste Éric Ciotti, du coup, du DR, allié avec Marine Le Pen et Bardella. C'est quoi leur discours sur la fiscalité et l'État-providence? Ils sont en mode, il faut tout privatiser, y compris l'audiovisuel public. Ça va, hein? Genre, t'es loin d'être le seul à avoir ce discours. Juste que toi, tu l'assumes plus que les autres, mais en fait, tu l'assumes pas totalement parce que tu continues à faire plus ou moins le gauchiste sur le plateau de CNews parce que t'oses pas dire qu'il faut privatiser la Sécu. Alors vous proposez une grande primaire ouverte de la droite et du centre qui irait de l'UDI à Horizon LR jusqu'à Reconquête. C'est pas paradoxal? Non, pas du tout, parce que j'essaie justement de trouver une solution pour préserver l'intégrité d'un projet, d'une personnalité, qui soit pas un arrangement. Parce que si on fait pas ça, c'est quoi? C'est soit la division qui fait perdre, soit un arrangement de notables. C'est un dîner en ville entre bons notables qui s'imaginent supérieurs aux autres. Mais t'es un bon notable, t'es maire de Cannes. C'est pas un bon notable, lui. Oh là là, c'est insupportable. Genre, c'est insupportable, cette espèce de critique de l'état profond, de machin bidule, alors qu'ils en fait exactement partie, quoi. Il fait que chier sur LR et les politiciens de carrière, alors que c'est un politicien de carrière qui était encore chez LR il y a une semaine, quoi. Stop. Il a un peu la même voix que Nagui, je suis d'accord. La voix un peu cassée et profonde. C'est pas son plus gros défaut, hein. Moi, j'ai aucun problème avec sa voix. Un arrangement de notables, c'est un dîner en ville entre bons notables qui s'imaginent supérieurs aux autres parce qu'ils ont fait les Par mêmes contre, il faudra aller chez un médecin ORL. Peut-être que vous avez des polypes aux cordes vocales, monsieur. Il faut faire attention avec ça. écoles et que ça fait 40 ans qu'ils sont au pouvoir et qu'ils se plantent, mais qui veulent toujours. On ne réformera pas le pays, on ne le fera pas réussir avec ceux qui ont échoué. Donc, mon idée, c'est de dire, j'ai même pas à définir le périmètre. Tous ceux qui se prétendent de droite, pour résumer, hein, viennent, votent qui veut, se présentent qui veut. Et au moins, ça permet d'organiser. Tout le monde se met derrière le vainqueur. Pas forcément. Ça sert à quoi de faire une primaire si c'est ça? Ça sert à quoi de faire une primaire si tout le monde se met pas derrière le vainqueur? Ça n'a aucun sens. Je pensais pas qu'il serait aussi mauvais. Je pensais qu'il serait détestable parce que c'est un ultra-libéral fan de Javier Milei. Je pensais pas qu'il serait si mauvais. C'est grave là. Ça n'a aucun sens. Pas forcément. Mais ça sert à quoi de faire une primaire si tout le monde se range pas derrière le vainqueur? Il est en mode genre ce sont tous des traîtres, le climat politique. Ils ont tous gouverné en étant étatistes sauf moi. Du coup, je vais faire une grande primaire avec tout le monde, mais ça sera pas obligé de se ranger derrière le vainqueur. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun putain de sens, quoi. Vraiment. Hein. Le héros de la droite Twitter. Hein. Bravo. Bravo encore une fois. Hein. Vraiment. Ils se sont mis derrière le pire débile du game. Hein. C'est grave. Hein. Je pensais pas qu'il serait nul à ce point. Mais non, mais au moins vous taisez. Rappelle que Sardoche est super fan de lui et trouve que l'intégralité des gens qui s'intéressent à la politique sont des idiots, contrairement à monsieur Lisnard. Voilà. Jusqu'à l'élection présidentielle. Et de toute façon, il y a une telle dynamique. Ce qui a fait perdre François Fillon en 2017, c'est pas que certains lui tapaient dans les pattes. Il y en a eu beaucoup, y compris d'ailleurs qu'on retrouve à LR aujourd'hui. C'est évidemment tout ce qui a accompagné les affaires, les costumes, etc. Je rappelle que François Fillon, malgré tout cela, fait 20%, c'est-à-dire qu'il fait plus que les 4 premiers tours de Jacques Chirac. D'accord. Mais alors, à quoi servirait cette primaire si vous ne vous rangez pas, vous, mais derrière celui qui gagne? Elle sert à faire émerger une personnalité. Pourquoi tu le trouves nul? Je débarque. Et bah regarde, c'est parfait. Je te propose d'aller t'abonner à la chaîne de VOD YouTube, juste là dans le chat. Comme ça, tu pourras aller voir le replay et voir pourquoi il m'énerve. Parce que là, du coup, ça fait 1 heure qu'on fait le react, donc je vais pas revenir en arrière, quoi. Mais voilà. N'hésitez pas tous à aller vous abonner à la chaîne de VOD YouTube. Bien sûr, tu me fais une assiette. Ah ouais, de fou, grave. Ah ouais, de fou, merci. Voilà. C'est un projet et que ceux qui perdent, je ne demande pas à Éric Zemmour d'aller soutenir Édouard Philippe ou à Édouard Philippe de me soutenir, même s'il est le bienvenu, comme Éric Zemmour, ils sont tous les bienvenus pour me soutenir d'ailleurs, hein, que vous soyez de gauche, de droite, du centre, n'hésitez pas. Il n'y aura personne de gauche, t'inquiète. Hein. Mais au moins de respecter ce verdict et de comprendre qu'on ne peut pas aller directement en demi-finale. On compte pas assez, on n'est pas assez fort. Donc il faut organiser un quart de finale. Une sélection, une compétition. On ne peut pas se dire de droite et être contre la compétition. De quoi ont-ils peur? De quoi a peur Édouard Philippe? De quoi a peur Bruno Retailleau? De quoi a peur ceux qui sont contre le principe de la primaire? Et il y en a de plus en plus. C'est pas, pour ou contre, c'est pas qu'ils ont peur, c'est qu'ils trouvent que ça sert à rien votre primaire de merde. Je pense que les gens à droite qui sont contre une primaire, ils se disent ça mène nulle part, c'est de la merde votre primaire de merde. Ils se disent ça, je pense. Hein. C'est pas qu'ils ont peur. Comme à gauche, ceux qui sont contre la primaire, c'est-à-dire quasiment l'intégralité de la gauche au sens large aujourd'hui. Ils sont pas, c'est pas parce qu'ils ont peur, s'ils se disent ça mène nulle part, cette histoire de primaire, c'est de la merde. C'est juste ça, quoi. Donc j'ai pas compris. Il faut faire une quart de finale sous forme de primaire ouverte la plus large possible à droite, mais en fait, peu importe, à la fin, on sera pas obligé de se mettre derrière le vainqueur. Du coup, ça ne réglera rien. C'est le Ruffin de la droite, je le trouve pire que Ruffin. Enfin, le Ruffin,
Je trouve. À échelle de. Toute proportion gardée. Parce que oui, de toute façon, j'ai évidemment beaucoup plus de sympathie pour Ruffin que David Lisnard. Parce que Ruffin, malgré toutes les critiques que j'ai, ça reste quand même quelqu'un de gauche. Et David Lisnard, c'est un mec de droite dure, qui est prêt à faire des trucs avec Éric Zemmour. Donc bon, je préfère 1000 fois. Et vous tous aussi, évidemment qu'on préfère Ruffin à David Lisnard. Là, même si on l'aime pas, la question se pose pas. Mais je veux dire, Ruffin, par rapport à sa vision de l'union à gauche, etc., et son histoire de primaire, ça reste moins bouffonnesque que ce que David Lisnard est en train de dire là. Hein. Ruffin, il est pour faire une primaire de toute la gauche. Pour arrêter de déconner, aller battre l'extrême droite au second tour. Bon, voilà, c'est à peu près. C'est peine perdue. Mais ok, pourquoi pas. Lui, il veut faire une primaire auquel on ne se rangerait même pas derrière le gagnant. C'est encore pire, c'est encore bien pire. À être d'accord, eh bien s'il ne se fait pas, Les maires de on fera Cannes. valoir nos idées par une autre forme de primaire, c'est-à-dire les médias, les réseaux sociaux, les sondages. Voilà. D'accord. Donc vous irez au bout de cette aventure insolite. Si je dis que pas que je vais au bout, c'est pas la peine que je vienne sur votre plateau ce matin. Vous voulez éviter absolument la tenaille RN-LFI au second tour de la présidentielle de David Lisnard. Non, ce que je veux, c'est faire gagner mon projet. Je voudrais que nous arrivions à créer une épopée positive, de montrer qu'à l'ère de l'intelligence artificielle et de la quantique, on a autre chose à proposer que les... L'ère de la quantique. La quantique. La physique quantique. L'ère de la physique quantique, ça a commencé il y a 100 ans. Hein. La physique quantique, ça fait longtemps qu'on l'étudie. Là, ça sous-entendrait qu'on commence à avoir des technologies quantiques qui sont utiles pour les industriels ou ce genre de choses. À l'ère de la quantique. Les ordinateurs quantiques, on s'en sert là. On est encore... Sur tout ce qui est technologie quantique, on a un niveau de recherche extrêmement fondamental et ça avance pas beaucoup. Hein. Ils pensent qu'il y a de la technologie quantique, là, c'est la technologie de demain. Les ordinateurs quantiques. Il est complètement fou. Oui, les ordis, c'est fait. Ah, oui, on a réussi à faire un processeur quantique, on fait rien avec pour l'instant. Hein. Ça commence là. Ah, mais ça commence tout doucement. C'est un projet de se dire, vas-y, on va investir dans la quantique. Ça me paraît un peu... Ah, ça a commencé. À l'ère de la quantique a commencé. Donc là, vous pensez 2027-2032, là, le prochain mandat, c'est le moment de se mettre à fond sur la quantique. Si elle a puce Majora. Ah, ça marche vraiment? Je me suis trompé? C'est possible que je me sois trompé. Hein. Il y a des startups qui commencent à émerger. Ok, d'accord. Ok. Bon, moi, j'ai rien dit. Ça commence peut-être à émerger. Mais bon. Là, on parle de la présidentielle de l'année prochaine, quoi. Mettre la physique quantique. Ouais, à ce moment-là, t'as un discours sur la recherche. T'as un discours sur la recherche fondamentale. Il dit qu'il faut plus d'argent pour que nos talents français de la recherche puissent faire un maximum pour pousser la technologie, y compris sur le quantique, quoi. Tu peux avoir toute une politique qui s'inscrit dans nos grands scientifiques français, etc., etc. À ce moment-là, il faut avoir un discours sur la recherche, sur les universités françaises, sur ce genre de choses. Mais lui, c'est pas ça. C'est en mode libérons les nouvelles énergies de l'entrepreneuriat français pour la physique quantique. Ouais, c'est bon, allez, nique ta mère. De montrer qu'à l'ère de l'intelligence artificielle et de la quantique, on a autre chose à proposer que les éternels débats avec les ballons rouges sur la retraite à 62 ans, etc. Qu'on peut Attendez, il y a des startups sur la physique quantique subventionnées par l'État. Donc il est pour ou contre, du coup, lui? Il est pour ou contre? C'est la question que je me pose. Parce que c'est des startups françaises sur la physique quantique, donc il est pour, mais c'est subventionné par l'État. Donc il est contre les subventions par l'État. Il faudrait laisser crever ces startups sur la physique quantique. Il n'a pas de programme par rapport à ça. Il a rien. Il est nul à chier. L'État, qu'on peut appliquer la robotique et l'intelligence artificielle au service des habitants, au service de la performance publique, au service d'une espérance, et ça, je veux faire gagner. Et si je la retrouvais ailleurs, j'irai ailleurs, je ne la retrouve pas ailleurs. Donc, je fais mon propre chemin. On voit qu'Edouard... Il faut mettre l'IA au service... remplacer les fonctionnaires par des IA au service des Français. Hein. Voilà, c'est un peu le projet. Hein. C'est littéralement un peu le projet. Merci Botrytis pour ton 12e mois consécutif. Merci beaucoup. Philippe et Gabriel Attal se rapprochent, justement, ils rapprochent leurs deux partis. Avec le modem, avec tout ça. Là, voilà. Et c'est ce que vous voulez aussi, non? Enfin, ils vont faire un dîner, c'est ça? Oui. C'est tout ce que je ne veux pas. Je ne veux plus des effets de notables, je ne veux plus des petits arrangements, parce que je vais vous dire un truc. Soit ils perdent, et donc ils ont échoué, soit ils gagnent et ils feront à nouveau une politique ultra-conformiste. À nouveau, ils se plieront devant les dictats technocratiques. Mais pourquoi toi, David Lisnard, tu ne te plierais pas contre les dictats technocratiques si jamais tu gagnes la présidentielle? Pourquoi toi, parmi tous les politiciens ambitieux issus des Républicains, pourquoi toi, singulièrement, tu ferais pas comme les autres? C'est ça la question que je me pose. Peut-être que parfois, l'écrasante structure est plus forte que la petite volonté individuelle, non? Non? Ou alors David Lisnard, juste, il est naturellement meilleur que les autres, quoi, voilà. Il a une broyeuse. Non, il a une broyeuse, ça va. Non, ça va, il a broyé des documents. Non, je l'ai plus. Si. Voilà. Non, ça va. Ça va. Il a fait un funk edit de sa broyeuse de merde pour copier Raver Millet. Ça va. Non, ça va. Ça se voit.
Is not the same. Is not the Allez, same. là. Vas-y, fais-toi. Oh, c'est lequel celui-là? Tue-moi en fait, tue-moi. Le code de la consommation. Il y en a tellement. Il y en a tellement, il y en a tant des normes. Voyons toutes les normes, allez, afuera. La loi Afuera. relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et constante, différentes mesures de simplification, d'action publique locale. Voilà, d'aller broyer, parce qu'on sait qu'en Broyer. fait, à la fin, ça va être plus correct. Broyer. Tuez-moi. Dictat technocratique de Bercy, de Bruxelles, etc. Et ils ouvriront la voie aux démagogues, aux populistes. Ils sont les meilleurs alliés des populistes et des Alors, c'est qui les démagogues. populistes aujourd'hui, David Lisnard? C'est la France insoumise. La France insoumise, ce sont eux les populistes. C'est le RN, c'est LFI? C'est tous ceux, oui, les LFI sont même néofascistes. C'est Pardon? Quoi? Pardon? Pardon? Attendez. La VAR. les LFI sont même néofascistes. Néo-fasciste. Alors, il a pas dit les antifascistes sont les nouveaux fascistes. Relire Winston Churchill. Il a dit néo-fasciste. Néo-fasciste, c'est pas un terme utilisé au hasard. C'est un terme qu'utilisent les gens qui font des sciences politiques et souvent des gauchistes, justement, qui utilisent des termes pour décrire l'extrême droite avec acuité. Le parti Ordre Nouveau, par exemple, l'ancêtre du Front National à l'époque, c'est un parti qui est classé comme un parti néo-fasciste. C'est une mouvance inscrite historiquement. J'ai jamais vu personne, pas de gauche, utiliser le terme néo-fasciste. Néo-fasciste, il y a un type de personnes qui utilisent le terme néo-fasciste, c'est les journalistes de gauche qui font des enquêtes sur l'extrême droite et sur les mouvements d'extrême droite. Voilà. Les Maxime Massé et Pierre Plotu pour Libération, Mathieu Mollard et Street Press, eux ils utilisent néo-fasciste et tout. La presse de gauche, bon après Libération, voilà, mais Maxime Massé et Pierre Plotu, c'est ce genre de journalistes-là pour Libération. Les journalistes de gauche qui travaillent sur l'extrême droite, c'est les seuls que j'ai jamais vu utiliser le terme néo-fasciste. Hugo Paletta aussi, ouais, voilà. Je sais pas si les journalistes, des journalistes ou des commentateurs et tout, mais c'est plus des gens de gauche qui utilisent ce terme-là pour décrire des groupuscules d'extrême droite et une logique de l'extrême droite, un peu le fascisme remis au goût du jour. Genre, il est en mode, ils sont néo-fascistes, mais les mots ont un sens. Pourquoi néo-fascistes? Ah, parce que c'est les fascistes d'aujourd'hui, du coup ils sont néo-fascistes. Non, c'est un sociologue, Hugo Paletta, c'est bien ça. Le néo-fascisme est l'idéologie ainsi que l'ensemble des mouvements qui trouvent leur inspiration, explicitement ou non, dans le fascisme italien. Le fascisme est considéré par la majorité des historiens comme un événement historique déterminé, propre en particulier à l'Europe, patati patata. La qualification de néofascisme a été appliquée à tous les mouvements politiques se réclamant plus ou moins de cette idéologie, tout en étant postérieurs à la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc c'est des gens qui sont nationalistes, nationaux-révolutionnaires, nationaux-bolcheviques aussi, les fameux Nazbol, ils existent, ou plus largement l'extrême droite. Le qualificatif de néofasciste comme celui de fasciste relève parfois d'un usage polémique et n'est pas toujours explicitement revendiqué par les mouvements rangés dans cette catégorie. C'est pour ça que souvent, c'est des gauchistes, c'est des gens de gauche qui enquêtent sur l'extrême droite et pour décrire l'extrême droite, utilisent le terme néofasciste. Par exemple, je sais que Mediapart utilise le terme néofasciste pour décrire le comité du 9 mai qui fait leur manifestation de nazis. On peut aussi utiliser néo-nazis pour eux, pour le coup. Et là, il utilise, lui, le terme néofasciste pour décrire LFI. Mais stop, parler comme un gauchiste, David Lisnard, qu'est-ce que tu nous fais, quoi? Néofasciste, carrément. C'est qui les populistes aujourd'hui, David Lisnard? C'est le RN, c'est LFI? C'est tous ceux, oui, les LFI sont même néofascistes. Néofasciste, S'il devait y avoir un toujours seul plus. ennemi dans le champ politique actuel, c'est évidemment LFI, dont on a vu qu'ils étaient racistes, qu'ils étaient antisémites et qu'ils avaient... LFI est un parti néofasciste raciste. C'est un parti antifasciste et antiraciste, quoi. Non mais gros, respecte-toi. Que tu prennes les Français pour des abrutis. T'es sur CNews, donc t'as pas tout à fait tort de prendre le spectateur de CNews pour un abruti. Mais même, c'est trop là. Elle réagit même pas, hein, Ferrari. Wesh, non mais ouais, waouh, toujours plus, quoi. une grande propension à être camé et à se droguer avec l'argent des contribuables de surcroît et à créer cette espèce de chaos. Camé, il a dit ce sont des camés. Ils se droguent. Mais attends, t'es pour la liberté ou pas là? Le mec il est pour la liberté mais la drogue non. Ah non. Liberté de faire des logements pas aux normes, mais pas liberté de fumer du shit. Ça non, ça c'est la mauvaise liberté. Et c'est toujours ça les ultra-libéraux. C'est toujours ça les libéraux de merde comme David Lisnard. Ils sont soi-disant pour la liberté et ça pourrait être des gens qui sont profondément habités par l'envie de liberté. Ils veulent moins d'État, ils veulent moins de lois, plus de liberté. Et tu veux vendre de la drogue à des enfants, c'est comme ça, tu le fais. Écoute, si t'as un business, fais-le. Un vrai libertarien conséquent, un vrai ultra-libéral conséquent, il serait pour moins de lois, y compris sur la consommation de drogue. On va arrêter l'État nounou. Il a parlé d'État nounou tout à l'heure. Donc je veux dire à des adultes, des Français adultes, t'as pas le droit de fumer du shit. Hein. C'est pas l'État nounou ça pour lui, non, parce que c'est des camés. Pour quelle raison?
Pour quelle raison il n'applique pas ces principes de liberté à la consommation de cannabis, typiquement, monsieur Lisnard? Parce qu'il s'en bat les couilles de la liberté. C'est juste un gros FDP de droitard qui veut payer moins d'impôts. C'est uniquement ça. Permanent. Donc il faut les affronter électoralement, culturellement, politiquement, et Judiciairement. juridiquement et judiciairement. D'ailleurs, j'avais d'ailleurs déposé l'article 40 à l'époque contre Rima Hassan. Je ne regrette pas de l'avoir fait. Et Ouais, le bah, c'était classé sans suite parce que tout ça, c'est du lofer de merde. Hein. Contre une courageuse militante palestinienne. Donc bon, voilà, il est fier de lui. Il est fier de lui. RN, est-ce que vous vous considérez plus proche de Marine Le Pen que d'Édouard Philippe? Marine Le Pen qui disait... Attends, il est dans sa métaphore de con sur l'argent public. C'est une drogue. Il parle pas de drogue. Mais il a dit les deux. Il a dit ce sont aussi souvent des camés et drogués à l'argent public. Il a dit les deux, justement. Il est en mode c'est marrant, hein, on voit qu'il y a 2-3 camés dans les rangs. Hein, bah, ils sont aussi drogués à l'argent public, ces gens-là. C'est plus ça qu'il disait pour moi. Il a fait un peu les deux, quoi. Voilà. Tu lui reproches juste de pas être un bon libertarien. Je lui reproche d'être un guignol absolu qui va s'effondrer instantanément et d'être nul à chier. Et qu'en plus, monsieur est censé représenter l'ultralibéralisme français, et même ça, il le fait mal. Genre, c'est même pas un bon ultralibéral. Il est nul à chier. Voilà. Mais bon, est-ce que je préférais un ultralibéral qui a l'honnêteté d'aller jusqu'au bout de sa démarche à un ultralibéral flingué comme David Linard? Dans tous les cas, je trouve que c'est une bande de guignolos insupportables. Voilà. Effectivement, qu'elle trouve assez Attendez, facile. la question de Laurence Ferrari. 40 à l'époque contre Rima Hassan. Je ne regrette pas de l'avoir fait. Et le RN, est-ce que vous vous considérez plus proche de Marine Le Pen que d'Édouard Philippe? Marine Le Pen qui disait effectivement qu'elle trouve assez facile d'être ultra-libérale quand on est maire de Cannes. C'est vraiment la formule débile. Elle a raison. Elle a raison. Là-dessus, elle a raison. Oh, merci. C'est la goat. C'était vraiment la goat. Ouais, de toute façon, j'ai bientôt fini. Regardez, j'ai un repas de bébé. Des petits pois carottes, un peu de ketchup. Et ça, c'est un steak de végétarien, ça. Au soja, d'homme soja, ça. Effectivement. Bon, je le mangerai après, je finis. Merci beaucoup. Trop bien. Oui, je viens de dire Marine Le Pen a raison, et après, il y a ma meuf qui m'amène à manger, quoi. Non, mais c'est qu'elle se faisait à manger pour elle-même, et du coup, bon, elle en a fait pour deux, quoi. Voilà. Pardonnez-moi, ça fait 2 fois que je dis le terme, mais vraiment, d'abord parce que c'est très. Qu'est-ce qu'elle connaît de Cannes? Manifestement rien. D'ailleurs, on a vu, ils ont proposé, enfin, ils sont présentés contre moi. En regardant ces news. Ils disent venez vers moi, mais enfin, ils viennent pour nous battre. Ils ont perdu. Oui, Dans The une Speedy ville, Cabbage. c'est pas Saint-Cloud, parce que voilà, Saint-Cloud est magnifique, j'ai rien contre Saint-Cloud, mais Cannes, c'est une ville historiquement très pauvre. C'est une ville qui a une énorme part d'immigration pauvre. C'est une ville qui est aussi très prestigieuse, très contrastée. C'est une grande ville française, et je trouve qu'elle mérite autre chose que ce mépris. Mais c'est plutôt bon signe. Moi, si vous voulez, mon problème, c'est pas d'attaquer Marine Le Pen ou Édouard Philippe, c'est pas mon souci. Mon souci, c'est de leur dire qu'ils ont tous une matrice collectiviste, ils ont tous une matrice socialiste. Collectiviste, carrément. C'est bon, il a dit collectiviste avant socialiste. Alors qu'en vrai, le terme collectiviste est plus marqué à gauche, voire à l'extrême gauche en France, que le terme socialiste, parce que le Parti socialiste. Cannes, la ville de prolo. Marine Le Pen est collectiviste et Cannes est une ville de prolo. Vraiment, je savais qu'il était, je me doutais qu'il était nul, mais je ne pensais pas qu'il était nul à chier à ce point-là. Là, c'est quand même grave, quoi. C'est quand même grave, hein. Le RN a voté 34 milliards d'euros d'impôts en plus en 48 heures. Moi, jamais de ma vie, j'ai baissé les impôts à Cannes. Je pense que Marine Le Pen devrait s'en réjouir. On a baissé la dette à Cannes de 82 millions d'euros. Tout le monde nous dit que c'était impossible. On a réduit la masse salariale avec moins d'agents, mais mieux payés. Il y a des choses qui ont été internalisées, des choses externalisées. On a géré comme on doit gérer une entreprise, mais au service des habitants. Mais vous ne mettez pas un signe égal entre le RN et LFI. Non, parce que je pense que LFI sort pour le coup, en ce moment, cette formule est un peu facile, mais sort du champ républicain et est un pays qui aujourd'hui, un parti qui est contre le pays, contre notre pays, contre la France. Je le crois profondément. Néo-fasciste. Oui, néo-fasciste, oui, parce que... Non, mais juste, tu prends un mec, un nationaliste des années 30. Avant la collaboration, tu vois, vraiment un nationaliste des années 30, 31, 32, genre, peu importe. Tu le téléportes dans le futur, tu lui montres David Lisnard, maire de Cannes, qui dit « Ce parti de l'anti-France est néo-fasciste », ils vont être en mode « Quoi ? Il est complètement con celui-là ou quoi ? L'anti-France, c'est au contraire ceux qui se battent contre les fascistes. » LFI, ce parti qui assume son antifascisme. Raphaël Arnaud est revenu à l'Assemblée. C'était en mode genre, la mort tragique de Quentin de Ranc, on va pas jeter les antifascistes sous le bus, certainement pas. Y compris Raphaël Arnaud, qui a le courage d'assumer son antifascisme, se ferait titrer de parti néo-fasciste par David Lisnard. Et en même temps, c'est l'anti-France. Ça n'a aucun sens.
Ah, ce parti néofasciste et antisémite, c'est vraiment l'anti-France, c'est pas vrai la team. Tu dis ça à n'importe quel nationaliste des années 30, il est en mode mais c'est une blague, vous rigolez, non? Ah. Je ne le dis pas à l'envers. Fascisme, c'est un État très fort. Hein. C'est pour ça que les libéraux ont été toujours contre les fascistes. C'est tellement faux historiquement. Genre, je sais pas, les industriels italiens, ils étaient contre le fascisme, les industriels allemands, les libéraux allemands, ils sont pas ralliés à Hitler, genre. Le nazisme est un type de fascisme. Hein. En plus, l'état fort, c'est pas forcément la seule caractéristique. Alors, pour le fascisme historique italien, c'est vrai qu'il y avait un état fort. Économiquement, pas tant que ça, mais c'est vrai qu'il y avait un état fort. C'est même pas le cas pour le nazisme. Hein. Le nazisme qui est un autre type de fascisme. Genre, mais ça n'a aucun sens. Vraiment, c'est tellement pas de quoi il parle. Les fascistes, ils ont un état fort, du coup, on peut pas être fasciste parce qu'on est pour un état faible. Je suis extrêmement intelligent. Non mais wesh, quoi. C'est du niveau de Hitler était socialiste, hein, vraiment. Très fort. Hein. C'est pour ça que les libéraux ont été toujours contre les fascistes. C'est faux, historiquement. Toujours. Deuxièmement, ce sont des faisceaux violents. On l'a vu avec la jeune garde. Des faisceaux violents? Alors fasciste, ça veut dire, c'est le faisceau, effectivement. T'avais les milices fascistes, le faisceau, c'était le symbole du fascisme italien, quoi. Donc ok, c'est des milices violentes, et du coup, qui essaient d'imposer les antifas. leur idée par la terreur. Donc oui, ce sont des néofascistes. Merci beaucoup. Je suis extrêmement intelligent. Non mais vraiment, arrête de faire ce sourire de bouffon quand après t'es ridiculisé d'une telle manière. C'est pathétique, genre vraiment, mais respecte-toi. Oui, ce sont des néofascistes. Quentin de Ranc, c'était quoi du coup Quentin de Ranc? C'était pas un néofasciste? Parce que Quentin de Ranc se revendiquait lui-même néofasciste. Donc t'es en train de qualifier les gens qui ont tué Quentin de Ranc, enfin en laissant l'enquête faire son travail, les gens qui sont battus en tout cas avec Quentin de Ranc, comme néofasciste alors que lui-même se revendiquait comme néofasciste. Quentin te regarde depuis le ciel, David Lisnard, et en mode mais il se fout de ma gueule lui, c'est quoi ce fils de pute? Voilà. David Merci à vous. Lisnard, des Justice pour Quentin, ça serait peut-être que ce gros bouffon commence à fermer sa gueule, quoi. Parce que là, il manque de respect aux antifascistes et aussi aux néofascistes. Hein, qui là, ils l'entendent dire ça, ils sont en mode genre, non mais il est sérieux ce bâtard, c'est nous les fascistes là, c'est pas LFI. Matin dans la matinale sur CNews et sur Europe. Bonne journée à vous. Depuis le ciel, oui, depuis le ciel. Oui, depuis le ciel. Ouais. C'est un enfant. Tous les enfants vont au paradis, vous le saviez pas? C'est un enfant, il était jeune. Contrairement aux enfants palestiniens qui, eux, sont déjà des adultes et des membres du Hamas, bien sûr. C'était terrible. C'était terrible, cette interview. Je pensais qu'on allait rigoler, mais je pensais pas que ça allait être nul à chier à ce point, quoi. Nul à chier à ce point. Il était pas mineur, Quentin. Mais lisez entre les lignes. Il était nazi, en tout cas. C'est vrai qu'il était nazi, Quentin. Il le disait lui-même. Il disait « Vive Adolf Hitler ». Moi, je préfère Adolphe. Bref, du coup, moi, je l'aime pas. Hein. Il m'aimait pas, Quentin. Quentin, il aurait fait des blagues sur ma famille déportée à Auschwitz, donc bon, je veux pas le respecter. Hein. Il faisait des blagues, d'ailleurs. Enfin, il l'aurait fait. Je sais même pas pourquoi j'ai utilisé le conditionnel. Mais ouais, non, je m'attendais pas à une saloperie pareille. Hein. Genre, mais ouais. David Lisnard, respecte-toi. C'est pas normal d'être nul à chier comme ça, je suis désolé. Il y a un problème. Si c'est ça le héros des libéraux et le héros de la droite Twitter, et à un moment donné, il s'agirait d'aller se faire foutre, quoi. Voilà. En tout cas, on a bien rigolé. J'espère que ça vous a plu. Et je dis ça pour la VOD YouTube, et puis on finira là-dessus quand même. Ah, le code de l'urbanisme, broyé. Le code de l'environnement, madame la députée, broyé. Abonnez-vous, hein, amis de YouTube, n'hésitez pas. Et si cette VOD vous a plu, écrivez tous broyé dans le chat, voilà, dans les commentaires. Le chat aussi. Allez, c'est parti. Vas-y, fais-toi. Broyé. C'est lequel? Broyé. Ah, le code de la construction. Il y en a tellement. Alors, la loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et le constat de différentes mesures de simplification, d'action publique locale. Voilà, d'aller broyer, parce qu'on sait qu'en fait, à la fin, ça va être plus correct. Le code de la commande publique qui fait qu'on paye tout. Franchement, il arrive à avoir presque de l'empathie pour Javier Milei, quoi. Quand je le vois, je suis en mode ah bah Javier Milei, au final, il a un certain talent politique, ouais. % plus cher, broyer aussi. Broyer. Voilà, vive la liberté. Vive la liberté. Let's go. Afuera. Allez, nique ta mère. Voilà. Et abonnez-vous, bien sûr.